téléphone Nous plus vous ça charge que recommandons ça. de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. La zone insolite vous ouvre ses portes. Nous prenons maintenant possession des ondes. Bonjour, bienvenue à la zone insolite. Là, j'ai Carole Dosé qui est en train de fixer mon téléphone. On me voit? Oui. Ah, c'est dans 2 semaines? OK, c'est pas en direct. OK. Bon, nous prenons le contrôle de la station de radio. Aujourd'hui, on va parler, écoute, je suis supposé parler d'endroits énergétiques, de liens énergétiques, puis de ley-line, puis de tout ça, mais en fin de compte, on a eu un changement dernière minute, puis c'est correct. J'ai sorti mes vieux bouquins. C'est des vieux bouquins de référence, c'est des vieux bouquins d'ufologie, d'OVNI. Et j'ai un livre ici, pour moi, écoute, c'est un des meilleurs livres sur l'ufologie québécoise, canadienne. Ça s'appelle OVNI. Il y avait un nom en anglais qui était UFO, Canada, quelque chose. L'auteur du livre, il s'appelle Jurko Bondarchuk. Ça s'écrit Y-U-R-K-O. Bondarchuk, c'est B-O-N-D-A-R-C-H-U-K. Ce monsieur-là, c'est un journaliste. C'est même pas un ufologue, là. C'est un journaliste qui était un peu sur les nouvelles, on va dire nationales et tout ça, internationales. Il s'est intéressé aux ovnis. Pourquoi? Je ne pourrais pas vous dire, mais il a fait des recherches. Parce que c'est un monsieur qui est très mystérieux. Et puis, quand le livre est sorti, il a disparu. Il est encore vivant, là, mais je veux dire, il n'était pas accessible au questionnement des médias face à son livre, qui a été traduit en français et en anglais. Il n'était pas accessible à d'autres personnes. Excusez-moi, je pense que je vois Caroline éternuée, et voilà. À tes souhaits. Calice que j'ai ça. Je chante quoi dans le studio là, qui... En tout cas. Fait que c'est ça. Fait que ce journaliste-là, après que le livre soit sorti, c'est vrai, je pourrais le montrer vu que je pense qu'on le voit comme ça, cette valeur, parce que là... Oui, on le voit très bien. OK. C'est un livre que vous pouvez trouver sur Amazon. Ils le vendent assez cher. Je vous dis tout de suite, là. Calvaire! Excusez. Il y a de quoi? Il y a une énergie qui est lourde dans le studio. C'est un livre qui est assez dispendieux. Moi, je le vendais pas loin de 50$, 60$ en très bonne condition. Il m'en reste encore quelques-uns, quelques exemplaires en français, évidemment. C'est sûr que sur Amazon, tu peux avoir des copies gratuites, des PDF puis tout ça. Là. Mais des fois, comment je pourrais dire ça, c'est pas l'histoire véridique. C'est pas l'histoire au complet du livre qui est sur PDF, Internet. Là. Bon, bref. Fait que ce journaliste-là, je vais continuer un peu sa biographie, on va dire ça comme ça. Il a étudié le phénomène ovni. Il était en contact avec beaucoup de gens, OK, de tous les corps de métier, c'est-à-dire gouvernemental, Hydro-Québec, l'armée canadienne, monsieur, madame, tout le monde. Il a fait une très bonne recherche. J'ai lu beaucoup de livres québécois sur le phénomène ovni, que ce soit même français comme Jimmy Gueux, Jacques Vallée, qui est un peu plus scientifique, je trouve. Mais ce livre-là, OVNI, de Jurko Bondarchuk,
tabarnane, écoute, ça a été un livre de référence pour moi. Pourquoi? Parce que les récits, les observations qui ont été écrites dans ce livre-là, tu as des photos, tu as des vraies photos d'OVNI. Tu as des cas très intéressants de premier type jusqu'à troisième type. OK? Tu as des cas au Québec, tu as des cas en Ontario, tu as des cas jusqu'à BC, Colombie-Britannique. OK? Tu as des cas sur les enlèvements. Tu as des cas sur des barrages hydroélectriques au Québec, comme en Ontario ou ailleurs, au Canada. Tu as des cas d'observation d'OVNI au-dessus des bases militaires ou des stations de radar militaires. Fait que pour moi, ce livre-là, c'est quoi? C'est une référence. Je pense que ça fait comme 100 fois que je le lis au complet. C'est très intéressant. Comparé au livre d'aujourd'hui, j'en trouve pas des semblables, surtout avec des photos d'OVNI. Il y en a des bons livres, là, mais c'est pas comparable pour le côté recherche que ce journaliste-là a fait. Ça a été traduit en français. C'est un livre, attends un peu, moi, vous ouvrez la page, Édition de l'Homme, traduction de Cécile Candalaf. Ça, c'est une madame, je l'avais rencontrée, écoute, il y a très, très, très longtemps. Elle avait passé avec les émissions de ésotérisme expérimental qui est Richard Glenn. Fait que cette madame-là avait passé, puis moi, j'étais dans la salle de conférence, puis j'écoutais attentivement. Elle a traduit le livre, puis elle-même dit que, écoute, c'est une référence pour les chercheurs ufologiques, pour ceux qui vont sur le terrain. C'est une référence parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations dans ce livre-là. Un peu, si on le compare à un livre beaucoup plus vieux que celui-ci, on parle des premiers livres. Les premiers livres de l'ufologie au Québec, c'était Henri Bourdelot. J'ai presque tous les livres d'Henri Bourdelot, comme j'ai chassé les soucoupes volantes, puis j'ai percé les soucoupes volantes. Pourquoi c'est comparable? Parce qu'Henri Bourdelot, il avait fait des recherches sur le terrain. Il avait trouvé beaucoup d'informations. Comme exemple, les OVNIs sont intéressés par Ted Mines, par asbestos. Aujourd'hui, ça s'appelle des sources. Comme quoi que, bon, ils ne sont pas juste intéressés par l'amiante, mais ils sont intéressés par le magnésium, sont intéressés par la fluorite, sont intéressés par certaines pierres au Québec. Bon, bref, Henri Bourdelot, il avait fait une recherche approfondie. C'est pas juste quelqu'un, que ce soit comme Urko Bonadajok, je l'ai mis à le prononcer son nom, on va l'appeler Urko tout court. Henri Bourdelot, tu sais, c'est pas juste dire, hey, madame un tel, fumait une cigarette, puis j'ai vu un ovni dans le ciel. C'est un gars qui va sur le terrain. C'est un gars qui cherchait, tu sais, pourquoi il y a des ovnis là? Pourquoi il s'intéresse à ce coin-là? Il y avait beaucoup de dossiers. Fait qu'on va commencer tranquillement. Là, j'ai noté des pages de livres, de mon livre, les cas les plus intéressants. Et puis, ouais, c'est ça. Là, je cherche mon petit papier. Bon, ça s'en vient. Là. OK, on y va comme ça. Un cas au Québec. Excusez, je renifle. Qu'est-ce que tu veux? J'ai éternué. Un cas au Québec. C'est passé à Montréal le 6 janvier 1977. Je ne vous lirai pas le texte au complet parce que bon, ça vient comme plate un peu. On va vous résumer l'histoire comme telle. Une madame qui reste sur le plateau Mont-Royal, elle s'appelle Madame Malbeuf, de la rue Casgrain. OK? C'est le 6 janvier, fait qu'on s'entend, c'est après les festivités, après les fêtes de Noël puis le jour de l'an. C'est une madame qui ne dormait pas. OK? Puis à un moment donné, elle voit une lumière éclatante qui allume alors le ciel de Montréal. Je vais vous lire une couple de lignes qui devrait être bien davantage que le prélude des fêtes traditionnelles. Bon, là, il y a une photo de... Je sais pas... Aïe, donc, j'ai accroché le micro. Si je fais ça comme ça, vous voyez un peu? Je pense que vous le voyez. Vous voyez un peu la forme de l'objet. C'est un dessin, évidemment. Puis, Mme Malbeuf, elle regarde par la fenêtre. Bon, je vais lire le texte comme qui suit. Là. Cette nuit-là, vers 1h du matin, Mme Florida Malbeuf, incapable de trouver le sommeil à cause d'une difficulté respiratoire, quitta son lit. Elle regarde par la fenêtre. Elle aperçoit un objet en forme étrange qui dérivait au-dessus de la maison située de l'autre côté de la rue. À son grand étonnement, cet objet semblait se diriger vers elle. Elle pouvait clairement distinguer ses formes, la forme de l'engin. Il avait un diamètre d'environ 20 pieds et ressemblait à une huître plate surmontée d'un dôme.
Des lumières puissantes qui faillirent l'aveugler brillaient autour de son anneau central. Comme elle absorbait de son rez-de-chaussée, l'engin flamboyant plana au-dessus des 3 étages de l'immeuble d'en face, puis disparut à sa vue, caché par le toit. Quelques secondes plus tard, parce que là, l'objet, il a atterri sur le toit de la maison d'en face. Quelques secondes plus tard, 2 silhouettes d'apparence humaine sortent du vaisseau et marchent et comment je peux dire ça? S'avance vers le bord du toit. Fait que là, elle a les 2 êtres d'en face, tu comprends ça? Elle les voit très bien, là. Madame Balbeuf est époustouflée. Bien que leur démarche paraissait tout à fait normale, au fond d'elle-même, elle était certaine que ces êtres n'étaient pas des humains. Leur taille atteignait presque 6 pieds et demi. Ils avaient un corps mince et des membres démesurés. Et il était impossible à l'observatrice de distinguer toutes les caractéristiques, genre, comment il était habillé, puis les couleurs, puis tout ça. Parce qu'on s'entend, c'était au début de la nuit. Elle vit sur leur tête ce qui lui parut être un bonnet de bain bien ajusté, analogue à celui que portent les hommes grenouilles. Leur corps semblait revêtu d'une tunique blanche qui leur collait à la peau. Ignorant apparemment sa présence, les 2 personnages promenaient leur regard en toussant. Ce qui veut dire, ils étaient sur le toit du bâtiment d'en face, fait que les deux êtres regardaient dans toutes les directions, parce qu'on sentait qu'il doit y avoir une belle vue quand même sur une partie du centre-ville. Ils regardaient tout d'abord en bas de la rue, puis scrutèrent le ciel comme s'ils cherchaient quelque chose, dans une attitude tout à fait humaine. Mais au bout de quelques minutes de ce manège, il disparut. Ça veut dire que les 2 êtres sont partis vers le vaisseau. Quelques secondes plus tard, l'étrange engin réparut aux yeux de Mme Balbeuf, évoluant lentement en direction du sud, comme s'il s'en allait emprunter la rue Bellechasse. Alors, toute tremblante, Mme Balbeuf regagna son lit et s'agita longtemps avant de s'endormir. Ce n'est que dans l'après-midi, vers 18 heures, qu'elle se décida à raconter à son fils André, âgé de 26 ans à l'époque, les aventures de cette nuit. Devant le désarroi et l'agitation de sa mère, André se rendit compte que celle-ci avait dû subir un choc violent. Il se prépara alors à entreprendre une enquête et se rendit d'abord chez les voisins. Mais aucun d'entre eux, ce soir-là, n'avait vu ou entendu quelque chose de particulier. La logique voulait qu'il aille sur place se rendre compte par lui-même de la véracité du récit de sa mère. Malheureusement, l'immeuble d'en face était inoccupé. Il n'y avait aucun moyen d'y accéder en passant par l'intérieur. Fait qu'il n'y avait pas d'autre choix que de grimper sur un poteau d'Hydro-Québec et à l'aide d'une échelle posée en travers en guise de pont, de se frayer un chemin au-dessus de l'énorme vide de 6 pieds. Quand il a atteint le toit de l'immeuble, il n'en croyait pas ses yeux. Un morceau de glace circulaire d'une largeur de 20 pieds recouvrait une fine couche de neige. De toute évidence, une source de chaleur quelconque avait fait fondre la neige et un cercle de glace s'était formé, ainsi que deux autres cercles de quelques pieds plus loin, probablement provoqués par la même source de chaleur. Mais j'ai l'impression, peut-être, c'est une spéculation, j'ai fait une enquête sur ces gens-là, mais bon, c'est sûr que c'est pas évident. Moi, je me suis dit, peut-être qu'il y avait d'autres vaisseaux plus petits qui ont atterri plus loin. Je dis ça comme ça. OK. Les deux petites couches de glace étaient plates alors que la grande était surbaissée au centre, formant un léger cratère. Bon, là, André, il a contacté le Journal de Montréal pour raconter l'incident. Il a contacté le contrôle du trafic aérien de l'aéroport de Dorval, où on l'avisa que ses déclarations seraient envoyées aux 2 états-majors canadiens et américains du commandant de la défense aérienne nord-américaine, ce qu'on appelle NORAD, respectivement à North Bay en Ontario et Colorado Springs, qui est vraiment le siège social du NORAD au Colorado. Le contrôle du trafic aérien de l'aéroport de Dorval lui communiqua aussi que 3 autres personnes avaient également appelé pour dire qu'ils avaient vu ce qui devait être probablement le même ovni dérivant au-dessus de la station de métro Rosemont.
quelques minutes après l'observation de Mme Malbeuf. La révélation de ces observations serait transmise en haut lieu à la défense canadienne, confirme que le fait que, contrairement aux démentis officiels répétés, les autorités militaires canadiennes qui collaborent avec les organismes américains s'occupent toujours activement des observations concernant les ovnis. Bon, en tout cas, moi, vous résumez ça, là. Écoute, dans ce temps-là, là, c'était-tu le fun? Tu contactes les aéroports, tu contactes NORAD, ils divulguaient des informations. Tu sais, ils divulguaient que, hey, madame un tel, puis oui, puis ça a été rapporté. À cette heure, aujourd'hui, en 2025, OK, moi, j'ai encore des contacts avec Mirabel. Ben, Mirabel, c'est plus l'aéroport de Dorval qui supervise le ciel. Bagotville, j'ai même Burlington comme contact. C'est sûr que si tu n'as pas ces contacts-là, puis tu appelles les tours de contrôle, le centre aérien, puis là, tu leur dis, hey, j'ai vu de quoi dans le ciel, ils vont dire, on ne s'occupe pas de ça. Ils vont dire, on n'a rien détecté sur le radar. On a juste à prendre l'exemple de l'OVNI de Place Bonaventure, hein? Il y a beaucoup de journalistes, il y a même des policiers qui ont contacté Dorval, puis Dorval, ils ont dit non, il n'y a rien sur les radars. Même chose pour l'aéroport de Saint-Hubert, non, on n'a rien sur le radar. C'est complètement faux. Moi, j'ai entre les mains un rapport de la police de Montréal, comme quoi que oui, ils ont été sur le toit de l'hôtel Bonaventure, puis oui, ils ont vu de quoi. Puis oui, ils ont contacté l'aéroport de Dorval, puis Dorval, il a détecté de quoi. Pourquoi qu'ils ne disent pas la vérité? Ben écoute, c'est sûr que je pense que ça ferait une panique dans la population de dire il y en a souvent dans le ciel. Peut-être pas tous les jours, mais il y en a souvent. On détecte beaucoup de choses. On s'entend que les radars d'aujourd'hui sont beaucoup plus puissants que les années 90 avec Place Bonaventure ou des années 70. Bon, avec les satellites aussi, ça l'aide beaucoup. Mais le cas de Bonaventure, c'était un gros cas. Le cas de Mme de Malbeuf, bon, on s'entend, c'est un cas de deuxième type. Troisième type, ça veut dire qu'elle sera en contact avec les êtres, qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Mais le deuxième type, elle les a vus très proches. On s'entend, c'est l'autre côté de la rue. Elle a vu le vaisseau, elle a vu les êtres. C'est sûr que ça aurait été en plein jour. Je pense pas que le venir y aurait atterri sur le toit comme ça. Tu sais, c'est souvent entre 10 heures, 3 heures, 4 heures du matin. Tu sais. Mais écoute, c'est un cas unique. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'ufologues qui ne croyaient pas à l'histoire de Mme Malbeuf. Mais là, bon, moi, pour ma part, je crois à cette observation-là, surtout qu'il y a eu des témoins, surtout que Dorval l'a détecté, Mirabel l'a détecté aussi, le NORAD, évidemment, puis ils ont suivi le vaisseau à trace. Ce que l'histoire arrête là parce que, bon, NORAD, je veux dire, la plupart des ufologues n'ont pas l'histoire complète sur ce cas-là. Okay? Ils ont suivi l'OVNI. Oui, l'OVNI s'est dirigé vers le centre-ville de Montréal. Il s'est dirigé vers le sud. Après ça, l'OVNI s'est dirigé plus vers Montérégie et Canton de l'Est. Puis bon, ils ont perdu si on veut, on peut dire le suivi de l'OVNI. C'est un très gros vaisseau, on s'entend. Je vais juste continuer à aller vite, s'il n'y aurait pas quelque chose d'extraordinaire. Le Journal de Montréal et l'hebdomadaire de Sunday Express, ils ont envoyé des enquêteurs, des journalistes, on s'entend, sur le toit du building qui était en face de Mme Malbeuf. Ils ont pris des photos. Bien bon, la photo que j'ai devant moi, on ne voit pas grand-chose. On voit des traces de pas, mais c'est des traces de pas qui ont été, comment ils ont dit ça, les marques de dérapage sur la surface gelée ont été faites par André Malbeuf et Normand Pichette de Journal Montréal. Fait qu'on voit des marques de dérapage, mais bon, c'est pas des traces de pas, des êtres comme tels. Fait que les journalistes ont pris des photos. Mais tu sais, ça s'arrête là. Ils ne font pas des recherches approfondies. Puis c'est sûr que ces gens-là, ils n'ont pas d'expérience non plus. C'est pas évident. C'est sûr que, bon, c'est ça, ils disent que, bon, il y a eu une grosse tempête de neige après. Fait que là, les journalistes avaient de la misère à monter en haut. Il y a eu un ufologue de UFO Québec qui s'appelle Wido, W-I-D-O, Oville, H-O-V-I-L-L-E, enquêteur de UFO Québec, qui a monté sur le toit pour aller voir c'était quoi exactement. Je lis vite, là. J'essaie de... OK, moi, vous voulez le petit chapitre, le petit texte ici au complet, là, c'est intéressant. Avec André Malbeuf, ils commencèrent la périlleuse ascension jusqu'au sommet de l'immeuble où ils firent une autre découverte surprenante. Ils décelèrent 4 étranges empreintes de pas qui partaient du centre de la masse congelée, ce qui veut dire où est-ce que le vaisseau avait atterri, pour se diriger vers le rebord du toit.
Malgré leur ressemblance avec les traces laissées par la pointe et le talon de la semelle d'une botte, ces empreintes ne correspondaient à rien de connu, ce qui veut dire traces de pas humain. Okay? En premier lieu, leur petitesse, 6 pouces de long à peine par 1,7 pouce de large. Elle ne pouvait pas être faite par un adulte ou un enfant. On s'entend qu'un enfant ne pouvait pas grimper là, c'est impossible. D'autre part, à cause de l'extrême difficulté qu'il y avait à atteindre le toit de l'immeuble, à cause également de l'étroitesse de la semelle, il était peu probable qu'elle ait été faite par un enfant. Ouais, c'est ça que je viens de dire. Par leur cambrure nettement accentuée vers l'intérieur, les empreintes, enfin, ne rappelaient en rien la structure habituelle d'un pied. Bon, c'est ça. Je lis ça vite, vite. Bon, là, ça reparle de Dorval un peu. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, les êtres étaient très grands, mais la semelle de pied n'était pas tellement grande. C'est ça qui est assez surprenant. Bon, là, je vais juste ressortir mon petit papier. On se rend pas à page 141. Je vais juste voir si entre ça, il n'y a pas quelque chose. Oui, c'est ce cas-là qui est très intéressant. Sainte-Cyrille au Québec, pas loin de Drummondville. 25 juin 1974. C'est un cas très intéressant. C'est la page 133 de ce livre-là. Une personne qui s'appelle M.L., il ne voulait pas s'identifier. Il a 29 ans à l'époque, en 1974. Ils sont dans un terrain de camping. Il y a des, pas des tentes roulottes, mais des roulottes de camping. Okay? Il est avec sa femme. Maison mobile, il y a des maisons mobiles aussi. Sainte-Cyrille, c'est à 45 000 à l'est de Montréal. Ce soir-là, le couple revenait des vacances de la Floride, s'installe à leur maison mobile. Bon, madame s'installe au lit immédiatement. Son mari décide de regarder la télévision. À 1h15 de la nuit, le monsieur, M.L., se prépare à aller se coucher. Mais il entend un bruit étrange. Comme si quelqu'un cognait sur quelque chose de sourd. Ça fait boum, boum, boum. Fait que là, il pense qu'il y a quelqu'un peut-être qui cogne sur sa roulotte ou quoi. Fait qu'il soulève un coin de rideau de sa fenêtre de sa maison mobile et vit un objet circulaire d'un rouge-orange planer au-dessus d'un champ du côté nord-est de sa maison. Des faisceaux de lumière jaune jaillissaient de la partie inférieure de l'objet qui semblait flotter à 4 pieds du sol environ. Le témoin, saisi d'étonnement, rentre dans sa chambre à coucher pour réveiller sa femme pendant qu'il se trouvait là. Il attendit une espèce de son bourdonnant. Regardant à travers la fenêtre de la chambre à coucher, il aperçut une silhouette qui avait, selon toute apparence, émergé de l'objet. En fin de compte, la silhouette semblait, comment je pourrais dire ça, elle ne marchait pas au sol comme telle. On dirait qu'elle flottait un peu dans les airs. C'était des êtres étranges, un dessin justement de l'OVNI puis des êtres. On voit le contour de la tête, mais on ne voit pas, tu sais, comme les yeux, le nez, la bouche, on ne voit pas ça. On voit le corps. Non, excuse-moi. On voit la forme du corps, puis autour du corps, il y a comme des cerceaux lumineux. Puis on voit un peu le contour des jambes. Je vais vous montrer la photo, puis on voit la photo de l'OVNI. C'est un OVNI en forme de chapeau. Je pense qu'on le voit. Oui, comme ça. Puis les bonhommes... Mon café est dans le chemin. Ah! Les bonhommes... Attends un peu, là. Hey, c'est pas évident, là. Ah ouais, ceux qu'on filmait comme ça, j'ai ramené ma grosse caméra, ça aurait été bien mieux. On voit un peu, hein, vous voyez un peu la photo comme les cerceaux, il y a des cerceaux, là. Fait que c'est ça qu'ils voyaient. Fait que là, il attend des sons étranges. OK? J'ai perdu ma page. Bon, OK. Juste, OK. Fait que là, le monsieur commence à avoir peur. Il attend un son bourdonnement. OK? Là, l'objet est en train de flotter. Il n'a pas atterri au sol complètement. Il est à peu près à 15 pieds seulement de la fenêtre. Le monsieur commence à avoir peur parce que lui, c'est la première fois qu'il voit ça. Il aperçoit, lui, il appelle ça des robots, ces êtres-là. Parce que la façon qui se mouvoie, la façon qu'il va bouger ses bras et ses jambes, il fait penser à des robots. Sa femme aperçoit aussi les robots. OK? Des créatures étranges, des mouvements très raides, un peu comme un robot. Les silhouettes
proche de la deuxième porte de la roulotte, examinaient l'arbre de transmission et l'assemblage de la roue. Ça, on parle d'une maison mobile. Fait que les robots, étaient intrigués comment que le rouage, la transmission de la maison mobile était faite. Les créatures flottantes avaient 6 pieds de haut, côté grandeur. Des rayons lumineux infrarouges qui clignotaient sans arrêt émanaient de leur corps. Ce rayonnement et l'obscurité de nuit empêchaient Madame et Monsieur L de distinguer leurs traits. Terrorisé par la présence de ces créatures, le couple n'osait guère s'aventurer dehors et ne jetait un coup d'œil à l'extérieur que de temps en temps pour vérifier si les êtres étaient encore là. Au cours de cette observation d'une durée de 3 heures, le couple put voir jusqu'à 15 robots qui se tenaient debout en ligne à côté d'un ruisseau proche. Ils restèrent dans cette position plus de 5 minutes, puis comme s'ils avaient reçu un ordre, ils se mirent soudain en mouvement tout ensemble. À 4h20, quand les observateurs regardèrent de nouveau, tout avait disparu, l'appareil et les robots aussi. Écoute, ça restait là 4 heures de temps. C'est sûr que, bon, ces gens-là, ils ont eu peur. Ils ont eu traumatisme la première fois qu'ils voyaient ça. Moi, pour ma part, j'ai arrêté de les voir. Ça, c'est sûr et certain. Mais bon, on parle des années 74, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de téléphone cellulaire. Hein, Carole Lauzé, qu'est-ce que tu en penses? T'aurais peut-être paralysé. J'aurais été les voir pareil. Oui, mais t'aurais fait oh, t'approches-toi. Ah, qui les autres m'auraient Oui. paralysé? Bien, ils venaient juste à me paralyser, c'est tout. Écoute, moi, c'est sûr, écoute, j'aurais jasé avec eux autres. J'ai dit, venez faire un tour, on va faire un feu, fumer un cigare, manger des chips. Dans la région, parce qu'on s'entend, Sainte-Cyrille, c'est proche de Drummondville, on réagit à l'incident par un scepticisme compréhensible. Jusqu'à la découverte de Jean Roy de Drummondville, qui a découvert un élément qui allait devenir une preuve matérielle et incontestable de la véracité des déclarations de couple. Non, j'ai bien de la misère à lire. Pourtant, j'ai bien dormi cette nuit. 3 anneaux ovales d'herbes aplaties furent trouvés dans le voisinage immédiat des maisons mobiles. Un des anneaux se trouvait à l'endroit exact où le couple avait observé l'OVNI, alors que les autres étaient situés derrière quelques hauts buissons de l'autre côté du ruisseau. Les 3 anneaux avaient les mêmes dimensions, un diamètre de 17 pieds sur 11, avec un périmètre extérieur de 2 pieds de large d'herbe écrasée. À l'intérieur de chacun, on pouvait voir 3 marques identiques d'un demi-pouce de profondeur qui formaient une configuration triangulaire. 3 mois plus tard, après l'observation, après qu'on ait coupé le gazon, les animaux, comment je peux dire ça? Les animaux se tenaient loin du crop circle. Les animaux se tenaient loin d'où les vaisseaux avaient atterri. L'herbe où les vaisseaux ont atterri, ça poussait 2 fois plus fort que d'habitude, puis 2 fois plus haute que d'habitude. Fait qu'on soupçonne quoi? Il y avait un magnétisme, il y avait une radiation. Ça nous rappelle un peu, en fin de compte, un cas de Sainte-Marie-de-Manoir ou Sainte-Marguerite. Bon, je pense que c'est 2 villes qui se sont fusionnées. Bref, il y avait eu un ovni qui avait atterri. Ça, je me souviens bien, c'était en 89. Moi, j'avais été sur place. Richard Glenn était là. Il y avait Christian Robert Page. Puis, on a fait une enquête sur les lieux. Moi, j'ai rencontré les témoins. Puis bon, il y avait une autre place aussi que l'OVNI atterri. Où est-ce que je vais en venir? Il y avait une source de radiation, puis de champ magnétique instable. Mais l'herbe où ce que l'OVNI avait atterri était très vert. Puis on s'entend que ce cas-là, à Sainte-Marie-de-Manoir, ça s'est passé au mois de novembre. Il n'y avait pas de neige, mais c'était froid. Je veux dire, l'herbe ne pousse plus vraiment dans ce temps-là. Fait que l'herbe était très, très, très vert. Puis qu'est-ce qu'on avait trouvé? Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait fait une analyse de sol avec l'Université de Québec, si je ne me trompe pas. Ils ont découvert que le taux de chlorophylle dans le sol était anormalement très élevé. Fait que le scientifique avait dit, écoute, il dit, ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui est arrivé puis a mis un produit, peut-être le chlorophylle, mais là, il dit, il aurait fallu mettre un taux de chlorophylle dans chaque herbe. Ça se peut pas. Ben, c'est possible, oui, mais je veux dire, dans le cercle, c'est égal partout, là. Fait que si tu commences à mettre ça dans chaque brindille, oui, ça va le faire, mais ça ne sera pas égal. On s'entend que des fois, tu peux mettre une concentration plus ou moins forte. Fait qu'il y avait eu quelque chose qui avait atterri là.
Puis c'est pas la première fois que j'entends que l'herbe pousse plus fort, plus gros, Plus verte. plus verte. Il y a eu un cas, Monique, qui s'est produit aussi dans le bout de la Chenelle, la Valtrie, en fin de compte. Que les champs de blé d'Inde, écoute, c'était venu super gros, super grand. Écoute, des épis de maïs, c'était gros comme des melons d'eau. C'était énorme. Puis il se passe bien des affaires bizarres. En tout cas, si je suis capable, je vais en revenir avec ce cas-là. Y a-tu des questions? Oui, t'en as, mais il faudrait aller à la pause. Ah oui, parfait. Ouais. Nous sommes de retour. Nous allons à la pause Kit Kat. This is Gangsta OG Low, and you're listening to CJMD 96.9 Lévis. Keep It Locked, Keep It Loaded, Keep It Gangsta, baby! T'es tanné d'engager des pédaleurs que leurs travaux sont garantis jusqu'à première pluie? Chez Toiture Rino, on est honnête, consciencieux, puis on répare ou rénove ton toit comme du monde. Pas de patch à rabais. On règle les problèmes pour de bon. Toiture Rino, solide, honnête, zéro bullshit. Toiture Rino pour un toit qui tient tête au Québec. toiturerhino.com. La super vente de déstockage Trévi se poursuit jusqu'à demain. Il reste encore 4 millions de dollars de modèles démonstrateurs à liquider et tout doit absolument sortir. Piscine creusée, hors-terre, spa, mobilier de jardin, pavillon, chauffe-eau, robot. La super vente de déstockage Trévi, aujourd'hui et demain jusqu'à 17h à votre Trévi de Québec. Trévi, une longueur d'avance. Salut, on a besoin de vous. La nouvelle application québécoise de location People vient d'être lancée. Et question d'avoir un bel inventaire qui peut répondre à tous vos besoins de location, mais c'est le moment d'aller inscrire tout ce que vous possédez. Parce qu'avec People, vous êtes plus riche que vous l'imaginez. P-E-E-P-H-O-L-E. C'est quoi l'événement Avantage Hyundai? L'événement Avantage Hyundai, c'est l'avantage d'une gamme EV primée, l'avantage de plus d'équipements de série, l'avantage d'une garantie de 5 ans. C'est l'avantage des dernières technologies de connectivité et de sécurité. C'est aussi l'avantage d'un taux de financement à l'achat à partir de 0%, plus un boni de 7 000 $ ou d'un taux de location à partir de 4,29% pour un paiement de 110 $ par semaine sur toutes les Ioniq 5 2024. L'avantage d'une fiabilité... Des conditions s'appliquent. Visitez hyundaicanada.com pour les détails. Ouattara Mohamed Idriss Ministries, en collaboration avec l'Église Ambassade des Miracles et l'Assemblée d'Alliance t'invite à une grande retraite spirituelle. Thème, comprendre le mystère des réclamations. Du 10 au 12 octobre 2025. Lieu, Lac Carling, 2235, route 327 Nord, MRC d'Argenteuil, Québec. Orateur, Bishop Ouattara Mohamed Idriss. Vendredi 10, ouverture de 19h à 22h. Samedi 11, délivrance et prière de 9h à 14h et de 19h à 22h. Dimanche 12, culte de clôture. Info 438 778 0778. 438 373 81 94. Un chasseur chachant, un chacheur sachant chasser. Un chasseur sachant chasser, c'est s'équiper. Dans le fond du bois, faut que ça marche. Avec Honda, t'en auras pas de problème. Pour ta génératrice ou ton 4 roues, c'est chez Adrenaline Sport que ça se passe. Vous écoutez CJMD, la seule et unique radio de Lévis. Talk, rock, hip-hop et beat the club. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Nous sommes de retour avec Raymond Chaquette sur le phénomène ovni au Québec. Bon, on avait une question. Luc Fortin, je vais répondre à ta question. Tu me demandes qu'est-ce qui s'en vient vers la Terre, qui est vraiment très proche de la Terre en ce moment. C'est une météorite ou c'est un vaisseau? Je vais te dire tout de suite, c'est 2 vaisseaux qui arrivent. Il y a eu des vraies photos qui ont circulé sur Internet. Des gens qui avaient des télescopes et tout ça, qui ont pris des photos. Les vaisseaux sont proches. OK? Je ne crois pas que c'est des météorites. OK? Oui, il y a des météorites qui s'en viennent entre ça, là, OK? Ou des comètes. Ça, c'est d'autres choses. OK? Ils suivent une ligne, puis ça ne change pas de direction, puis ça ne ralentit pas. Les 2 vaisseaux qui s'en viennent, là, qui s'appellent le 3I à Klaus, en tout cas, j'ai bien de la misère avec ce nom-là. Là. Ces 2 vaisseaux-là, ça ralentit.
ça change de direction. Ça va à gauche, ça va à droite. Fait que, tu sais, c'est pas une météorite. Fait que... on l'a pas entendu, je pense pas. Ça a craqué bizarrement. Fait que Oui, on t'a vu de toute façon. Ah oui, c'est vrai, je suis filmé. C'est pas grave. Ça doit être tes croque-monsieur que j'ai mangé hier pour souper. Là. Écoute, c'est incroyable. C'est bon, ça sent pour ça. Ah, arrête! T'as pas de classe! J'ai fait une purification dans le studio du radio. Oui! Oui! T'as pas de classe. C'est le fun. Ces deux vaisseaux, OK, comme je disais tout à l'heure, ça change de direction. Fait que c'est pas une météorite, là. Il y en avait un qui était venu à un moment donné, ça fait 3 ans peut-être, ça comme ça, là, qui s'appelait Moi ou Wouf Wouf, je sais pas quoi. Là. Ou Moi. Moi. Ça ressemble à ça. Ça a une forme allongée. OK. C'est drôlement fait. Ça me fait penser un peu... j'avais envoyé une photo à Richard, justement, pour ça. Ça me fait penser un peu comme une forme de cigare, si tu veux. Tu sais, un vaisseau en forme de cigare, mais très, très large et très, très long. Tu sais, c'est un vaisseau mère qui s'en vient. Puis il y en a deux. Un, c'est des bonsaïs cosmiques. OK, des grands blonds. J'avais sorti la liste, puis je ne pensais pas parler de ça aujourd'hui, là, mais bon. Des grands blonds, puis tu as des Aldébaran, puis Centauri, puis tout ça, là. Alpha du Centaure, je veux dire. T'as des bons êtres là-dedans. Puis, t'as des méchants. Tu sais, des reptiliens, des petits gris, des grands gris, des mentes religieuses, bon, toutes ces affaires-là. Là. C'est sûr que la NASA, le gouvernement, sont plus intéressés par les méchants. Puis il y a déjà des méchants sur Terre. Le but de ces deux vaisseaux-là, c'est que, bon, les bons, les autres, ils veulent faire le ménage que sur Terre. Il était temps. Puis en même temps, on s'entend que les êtres humains, spirituellement, sont dus de monter un peu plus haut. T'sais. C'est sûr que les êtres cosmiques, les bons, ne seraient pas capables comment je peux dire ça, d'évoluer tout le monde. Puis il y en a qui ne veulent pas évoluer, point. Okay? Il y en a qui ont peur, ils ont toutes sortes de problèmes dans leur vie. Il y en a qui ont des problèmes mentaux, puis il y en a qui c'est léger aussi. Puis bon, il y a toutes sortes de cas. Mais il y en a qui sont prêts à évoluer plus haut. Puis on s'entend qu'en ce moment, pour beaucoup d'entre nous, il y en a qui sont, comment je pourrais dire ça, sont comme face à un mur dans l'évolution personnelle qu'ils ont. OK? Ils ont de la misère à monter plus haut, ils ont de la misère à aller chercher des réponses à leur questionnement. Fait que ces êtres-là vont aider, mais c'est sûr que le but premier, c'est de faire le ménage sur Terre. On s'entend que ça va prendre beaucoup d'années. Ça explique aussi, depuis le début de l'été, il y a un nombre d'observations d'OVNI au Québec, puis pas juste au Québec, aux États-Unis. J'entends des cas dans l'État de New York, dans le Vermont, dans le Maine. Des cas d'observation, puis des vaisseaux qu'on voit rarement. Il y en a de plus en plus. Là, c'est-tu des bons? C'est-tu des pas bons? Je sais pas. Mais il y a une... je ne suis pas capable de dire le mot, mais bon, il y a une élévation d'observation d'OVNI. Puis ça peut être partout dans le monde aussi. Là. En France, je ne m'occupe pas vraiment de ce qui se passe, mais au Québec, en Ontario, les provinces maritimes, Nouveau-Brunswick, puis tout ça, Halifax, tabarnak, il y a de l'activité. Ça, c'est plus que tu as une activité militaire suspecte. C'est-tu relié au phénomène OVNI? En partie, oui. Puis tu as un autre problème avec l'armée, c'est qu'il y a beaucoup d'observations d'avions russes qui pénètrent l'Ontario puis le Québec, puis on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font. Fait qu'il y a beaucoup d'activités aussi de ce côté-là. Mais pour en revenir aux deux vaisseaux, ben c'est ça. Ces deux vaisseaux, ce n'est pas une météorite. Il faut arrêter de... Si vous croyez à la NASA puis vous croyez au gouvernement, qu'est-ce qu'ils disent? Ben c'est deux météorites. Puis c'est ça. T'sais? Mais quand on pense à ça, on pense au phénomène, puis avec tout ce qui se passe, ces vaisseaux-là, écoute, ça fait longtemps qu'ils sont supposés venir. Moi, je le sais depuis 3 ans à peu près. Il y avait eu un ultimatum que j'appelle. On était 2 personnes au Québec à parler de ça. Il y avait un ultimatum. On a parlé d'un ultimatum. Comme quoi qu'il y a des vaisseaux qui s'en viennent. Il y a un gros changement qui s'en vient pour les êtres humains. Là. C'est pas la fin du monde. Le monde pense que c'est la fin du monde. C'est pas la fin du monde. C'est sûr que si vous écoutez le système et le gouvernement, puis la Chine, puis les pays asiatiques, puis la Russie vont rentrer en guerre, bien c'est ça. Continuez à avoir peur là-dessus. Là. Mais c'est un changement. OK? C'est sûr... Non, je ne veux pas parler de ça. C'est trop lourd, c'est trop négatif, je ne le dirai pas. Mais bon, c'est ça. Il y a un gros changement qui s'en vient. Là.
très gros changement. Il y en a qui ne l'accepteront pas. Je vais dire juste ça comme ça. Il y en a qui ne l'accepteront pas, puis il y en a d'autres qui vont accepter qu'il y a un changement. Même pour les gens qui ne sont pas spirituels, ils vont sentir que, hey, il y a quelque chose qui change. Ah, je m'intéresse à ça. Tu sais, ils ont comme une prise de conscience en l'intérieur d'eux. Que, hey, je vais lire ce bouquin-là, je vais m'intéresser à ci, je vais m'intéresser à ça. Ils ne savent pas où ça devient, ça, cette inspiration-là. Ils ne savent pas de qui a. Tu sais, c'est pas, ça peut être quelqu'un qui a peut-être dit, tu sais, Carole, hey, intéresse-toi à ça, puis écoute les lives à Raymond. Ça peut être quelqu'un d'extérieur. Mais ça va être plus quelque chose d'intérieur. Tu sais, il y en a qui vont dire, ah, ben, c'est peut-être la petite voix, tu sais, ta petite voix intérieure, qu'est-ce qu'on appelle l'âme, puis tout ça. Ben oui, ça se peut. Tu sais. Mais les gens vont être influencés, soit proches ou à distance. Mais c'est pour leur bien, évidemment. OK. As-tu d'autres questions? Non, mais Luc, il te remercie d'avoir répondu à ta question. OK. Bon, pour ceux qui me regardent Facebook, j'ai mis mon manteau parce qu'il fait fret. Il t'avait d'avoir des pingouins dans le studio. J'ai fret. Ah, il y a Bernard Baudry qui vient de dire tic-tac, tic-tac. Bon PM à vous tous. Oui, tic-tac. Ça, c'est des vaisseaux en forme de bonbons tic-tac. C'est pour ça qu'on appelle ça des tic-tac. Ça ressemble, en fin de compte, si tu veux, un zeppelin. Là. C'est le gros le ballon Boudier. Ça ressemble un peu à ça, mais il est plus aplati. Un peu plus long, ça fait pas de bruit. On en voit de plus en plus, mais au Québec, je n'ai pas de cas. Je n'ai pas entendu parler de ça au Québec. Mais bon, Bernard, il en a vu dans son coin. C'est pour ça qu'il dit tic-tac. Lui, Bernard, il reste, on va dire, pas loin du Mont-Tremblant à peu près. Il a vu quelque chose que ça ressemblait, il me disait, c'est comme un avion, mais ça n'avait pas d'aile. Fait que ça ressemblait à un tic-tac. Il a vu ça. Ça s'en allait, si je ne me trompe pas, ça venait de l'ouest, puis ça s'en allait vers l'est, sans faire de bruit. Moi, je disais à lui, c'est bien rare, parce qu'il y a d'habitude des tic-tac, il n'y en a pas au Québec. C'est bien, bien rare. Bien, bien, bien rare. Je sais pas quoi penser par rapport à ça. J'ai vu des photos, il y a eu des crashs de tic-tac dans le coin les plages de la Virginie. Dans les nouvelles, ça a passé comme quoi c'était un ballon, tu sais, les fameux ballons là, qui se promenaient dans le ciel il y a à peu près 2 ans. Là. Ça a passé sur cette histoire-là. Là. Je cherche mon mot, en tout cas, ça passait là-dessus. Puis en fin de compte, c'était pas un ballon. C'était pas un ballon centre, c'était vraiment un tic-tac qui s'avait écrasé, que je soupçonne qu'un CF-18 ou un F-15, je ne sais pas quoi, un avion militaire l'a descendu carrément. Là. Ben moi, ça me rappelle, Raymond, le tic-tac que j'ai vu, c'est comme tu as expliqué, un avion pas d'aile. Tu sais, j'ai vu ça en 2018 en plein jour. Okay. Vraiment en plein jour. Ça, celui qui est à peu près 5 heures, le ciel. C'est de ça que je parlais tantôt à l'émission. Mais on a vu aussi en 2016, en plein jour, à 2 heures, non, il était midi, en plein heure du dîner. J'ai vu un nuage blanc, rond, mais un rond parfait, tout blanc. Puis je me suis dit, qu'est-ce que c'est ça? C'est le seul nuage qu'il y a dans tout le ciel. Puis je me suis revirée bas, puis mon ex avec qui j'étais dans le temps, il ne croit pas à ça, ces affaires-là, lui. Puis je dis, regarde, il y en a un là, il est là. Il s'était tiré le coup, puis il se dit, c'est un avion. Ben, crif, on ne voit pas les ailes. Puis il est très bas, puis on n'entend pas, il n'y a aucun son. Puis il dit, ben, ça doit dépendre de l'angle, peu importe l'angle que ça a. Tu vas les voir, les ailes, là. C'est impossible, là. C'est pas que les gens sont pas croyants, mais des fois, quand on s'entend que la plupart des gens pensent avec le plan mental, ça réagit avec l'esprit, puis ça. On trouve des explications. On pourrait dire, ben c'est ça, c'est peut-être un avion, mais dépendant de l'angle que tu vois, puis aujourd'hui, on va dire, c'est peut-être j'ai juste un gremlin dans la tête, mais c'est pas ça, ça n'a pas rapport, là, mais ça peut être un drone, ça peut être des canards. Hier, on entendait des canards chez vous. Oui. Ben oui, des canards, ça peut être bien des affaires, mais bon, anyway. Mais chez vous, il se passe bien les affaires. Mais moi, ce que j'ai vu en 2015 ou 2016, c'était très, très bas. Puis je ne suis pas toute seule à l'avoir vu. Il y a quelqu'un d'autre que moi qui l'a vu, justement, en plein jour, en même temps. Il dit, ben oui, je me demandais c'était quoi. Ben, on s'est tous demandé c'était quoi. Et là, le ciel, soudainement, s'est mis dans un léger brouillard, tu sais, des nuages
pas fair. Là, Une mais brune suspecte, là, Ouais. comme des fois ça arrive quand C'est ça. il y a un phénomène. C'est ça. C'est allé rentrer direct là-dedans pour qu'on le voit plus, mais j'ai eu le temps de le voir pareil. C'est une bonne chose. Ouais. C'est une bonne chose des fois. C'était tellement bas que je peux te dire qu'il y avait il y avait 4 hublots. Puis une de mes amies a vu la même chose vers 7 heures le soir. Ça passait bien lentement. Fait que c'est beaucoup plus fréquent que tu penses. C'est juste que tu n'as pas eu peut-être Il faut faire des sandwichs, il faut observer le ciel, il faut être aux bons endroits puis tout ça. Là. Fait que, c'est particulier. Vraiment particulier. il faut être chanceux. Je pense que c'est de la chance aussi de voir de quoi. Mais moi, je me tiens aux beaux endroits. Fait que, à soir, ça va être intéressant. Hein? On va être chacun dans un endroit isolé un peu. Moi, je vais être sur mon bar. Ça se peut que j'aille ailleurs, là, parce que là, je parlais avec des gens tout à l'heure. On peut peut-être aller ailleurs. Je ne sais pas. On verra bien. Si on en revient, il n'y a pas d'autres commentaires avant que je continue. Pour l'instant, non. OK. Si on continue sur le cas de Sainte-Cyrille, le couple dans leur maison mobile, ils sont fait hypnotiser. Une séance d'hypnose. Écoute, moi, je vais te dire tout de suite là, qu'est-ce que je pense de l'hypnose. Là. L'hypnose, le problème, c'est que c'est comme si tu écoutais un film. Tu sais, oui, tu vas te remémorer qu'est-ce que tu as vécu, qu'est-ce qui s'est passé il y a 15, 20 ans, puis tout ça. Mais ça ne guérit pas le traumatisme que tu as eu, point à la ligne. Tu sais, à moins que tu fasses affaire avec un psychiatre, un psychologue, là, c'est un petit peu différent. Là, mais j'aime pas trop l'hypnose parce que tu peux vivre des moments avec beaucoup d'émotions ou avec beaucoup de colère ou de frustration. Moi, j'aime mieux, puis je l'ai fait avec des gens il y a très longtemps, c'est de faire une régression. Là, on recule très loin. On peut reculer jusqu'à 7-8 ans, puis on peut reculer jusqu'à les anciennes vies de la personne. Fait que ça va loin en titi. Là. Une régression, c'est le fun, on va en astral. Là, tu sais, là. Puis on soulage, on guérit les problèmes qui s'est passé. Fait que le couple de Sainte-Cyrille, ils ont eu pas une transe, mais ils ont été en hypnose. Fait que je vais vous lire un peu les questionnements puis les réponses de ce couple-là. Fait que question. Que demande votre mari cette nuit-là en vous réveillant? Fait que la madame a dit de regarder dehors. Pourquoi vous demande-t-il de regarder dehors? Un peu, je change de page. Parce qu'il y a un spot qui éclaire le garage. Il pense que ce sont des voleurs. Que faites-vous quand vous voyez cela? Je regarde dans le champ. Que voyez-vous? Une soucoupe. Comment est-elle? Terne avec des lumières. Est-ce qu'elle est au sol? Oui. La regardez-vous longtemps? Non, en quelques minutes. Les lumières sont-elles au-dessus ou en dessous? Fait qu'elle répond au-dessous. Éclaire-t-elle le sol? Oui, c'est tout illuminé, jaune et rouge. Y a-t-il encore d'autres lumières? Oui, sur le dessus, rouge comme celle d'un spot. Il tourne, un peu comme un gyrophare. Y a-t-il autre chose sur la soucoupe? Des pattes. Combien? 3. Sont-elles posées sur le sol? Oui. Attendez-vous des sons? Elle entend du vent. Est-ce que le vent souffle? Oui. Comment souffle-t-il? Fait que la madame a fait comme ouh, ouh, ouh. Ça fait penser à un hibou, là, mais bon. Siffle-t-il par intervalle ou de façon continue? De façon continue. À quelle heure que le vent s'est-il arrêté? Vers 4 heures. En fin de compte, vers 4 heures, c'est l'heure qu'il n'y avait plus d'observation puis que les vaisseaux avaient disparu. Que faites-vous alors? La madame répond, j'ai peur et je me couche. Que fait votre mari pendant ce temps-là? Il regarde dehors, il a peur. Pourquoi a-t-il peur? Il dit qu'il voit une espèce d'être. Le voyez-vous aussi? Non. Où est cet être? Il dit qu'il est en face de lui. Comment est-il? Il est rond. Que fait-il? Il dit qu'il est en face de lui et qu'il le regarde. Et vous, est-ce que vous voyez les êtres? Oui, mais c'est vague. Ils sont enlignés en rangée. Où se trouve cette rangée? Devant la maison voisine. Combien sont-ils? Je ne sais pas. Que font-ils? Ils se baissent, puis se relèvent, comme s'ils cherchaient quelque chose au sol ou autour de la roulotte.
ou de la maison mobile, je veux dire. Les regardez-vous longtemps? Non, 3 secondes seulement. Pourquoi ne les regardez-vous pas plus longtemps? J'ai peur. À quoi pensez-vous? Aux envahisseurs. Quels envahisseurs? Le film? Ben, pas le film, mais la série télévisée. Fait que c'est ça, c'est ceux de la télévision. Fait que de quelle couleur sont ces êtres? Ils brillent comme du métal argenté. Ils sont lumineux. Comment lumineux? On peut voir leur corps, mais pas leur tête. S'approchent-ils de la maison? Elle répond oui. Combien sont-ils? Plusieurs, une dizaine environ. Combien d'entre eux s'approchent de la maison? Je ne sais pas. J'entends des bruits métalliques. Est-ce que le son est proche? À 2 pieds environ. Quelle sorte de bruit métallique? Elle a dit sur la tongue, TOGNE, mot employé par Mme L, pour désigner la tâche métallique de leur maison mobile. Qu'est-ce qui provoque ce bruit? Je ne sais pas. Combien de fois? 3 fois un coup chaque seconde. Avez-vous peur? Je suis inquiète pour mon mari. Pourquoi vous inquiétez-vous pour votre mari? Parce qu'il a peur. Elle veut le protéger. Le protéger de quoi? De quelque chose de totalement inconnu. Que pourrait-il arriver selon vous? D'où venait la soucoupe volante? Je ne sais pas. Est-ce que l'un de ces êtres est entré dans la maison mobile? Non. Pourquoi sont-ils là? Ils cherchent quelque chose. Est-ce qu'ils trouvent ce qu'ils cherchent? La madame dit non. Elle pense que non. Pourquoi dites-vous non? Je ne sais pas. Quand le vent s'arrête de siffler, vous relevez-vous de votre lit? Ben, c'est ça, se relève de son lit. C'est ça, le vent. Est-ce que quand le vent s'arrête, vous vous relevez de votre lit pour aller voir? Est-ce que les êtres sont encore là? Oui. Mais il n'y a plus rien. Le vaisseau a disparu. Puis les restes, on dirait que les êtres ils ont comme disparu un peu après. T'sais. Il y a eu un autre cas qui est plus Montérégie, plus vers, justement, Sainte-Marie-de-Manoir, Marieville. Ça s'appelle Saint-Mathias de Chambly. Ça, c'est, si tu veux, c'est Chambly, qui est au nord de la rivière Richelieu, l'autre côté du Richelieu. En face de Chambly, tu as, si je ne me trompe pas, Iberville. Puis tu as Saint-Mathias de Chambly, tout ça. Oui, je me trompe parce qu'Iberville, c'est en face de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est un coin qui a beaucoup de phénomènes d'ovnis. C'est un coin que il y a beaucoup d'ovnis qui ont atterri dans des champs, secteurs agricoles. Je vais faire un résumé assez vite de ce cas-là. On parle de 6 octobre 1973, toujours vers minuit 45 du matin. C'est des gens, un couple, qui se promènent le long d'une route de campagne. Dans un champ, à peu près à 1 mille dans le champ, le couple vit soudain une lumière intense. On dirait un phare qu'on aurait employé pour balayer toute la région. Fait que les témoins pensent que ça pourrait pas venir de policiers à la recherche de voleurs de bétail qui avaient récemment infesté la contrée. Aussi, ils continuent leur chemin. Fait que juste ça, ça me fait sourire parce que les policiers à l'époque faisaient une enquête dans la région parce qu'il y avait du bétail qui disparaissait. Il y avait des vaches qui avaient été mutilées. Mutilation d'animaux. C'est assez spécial. Le matin suivant, à 11h30, la madame est en train d'étendre sa lessive dans sa cour. Elle a une vue sur le champ, vers Rougemont et tout ça. Là. Elle remarque une colonne de fumée qui s'élève des champs, située au nord, vers le nord. Elle appelle aussitôt son mari. Celui-ci fut étonné par l'étrange aspect, parce que on dirait que c'était un feu, mais il n'y avait pas de flamme. Fait que c'était juste comme une fumée. Il trouvait ça bizarre parce que le champ il était imbibé d'eau. Puis il trouvait ça invraisemblable qu'il y ait un feu qui soit là, comme tel. Fait que là, les autres, ils concluent que, bon, c'est peut-être des scouts, parce qu'il y avait souvent des scouts qui établissaient leur camp là, puis ils faisaient un petit feu, puis tout ça. Là, on s'entend, c'est 2 jours. Soudain,
un objet carré de couleur jaune, semblable à un bulldozer, émergea de l'espèce de... j'ai oublié de vous dire de quoi. J'ai été un peu trop vite, j'ai sauté, j'ai sauté un texte que je pensais qui n'était pas important. Avant de voir le bulldozer, OK, quand je parlais des scouts, là, les autres ils ont aperçu une espèce de... Ça ressemblait à une tente un peu carrée. Tu sais, les anciennes tentes des années 70 qui n'étaient pas un dôme comme aujourd'hui. C'était vraiment carré avec, tu sais, ça faisait dur comme tente. Là. Pas mal carré, un peu trapèze, même ces barres. Là. Les autres, ils aperçoivent ça dans le champ. Fait qu'ils se disent, ça doit être des campeurs, ça doit être des scouts, ils font du camping, tu sais. Mais là, c'est ça. Là, ils aperçoivent, bien ça, un objet de couleur jaune, semblable à un bulldozer, qui sort de la tente et s'arrêta 200 pieds plus loin, près d'une source d'eau qui est dans ce champ-là. Pensant toujours avoir affaire à des scouts, le couple ne s'étonne pas de voir 5 silhouettes de 4 pieds de haut environ qui s'activaient. Mais là, on s'entend à distance qui était, c'est pas évident. Là. Fait que s'ils sont à peu près à 1 mille de ce champ-là, à 1 mille pas loin de ça, s'ils mesurent 4 pieds, ils sont peut-être bien plus grands que ça. Là. Les silhouettes enfantines portaient des costumes d'un jaune brillant et des casques semblables à ceux des joueurs de football. Ils allaient et venaient entre la tente et l'objet, près de la source, en transportant quelque chose dans leurs bras. À cause de l'herbe haute, on ne distinguait pas les mouvements de leurs jambes. Pas du tout dérangé par la présence des jeunes campeurs, le couple s'adonnait à des tâches quotidiennes et ne jetait un coup d'œil dans leur direction que de temps en temps. 25 minutes plus tard, les scouts et la tente avaient disparu. Comme l'unique chemin pour sortir du champ, bien, ça passe sur leur ferme, ça passe sur leur territoire. Tu sais. Là, ils se demandaient c'était quoi. Fait que très intrigué, le couple se mit à reviser sa théorie et se demandait s'il y avait une explication plus étrange à leur expérience qu'ils venaient de vivre. La première personne à évoquer une relation possible avec les ovnis fut un voisin qui leur dit avoir vu la tente jaune s'élever dans les airs et se diriger vers le mont Rougemont à 10 000 au sud-est. Quand leur fille revint de son travail ce jour-là, ses parents racontèrent l'incident. Celle-ci se rendit jusqu'au lieu du campement. Elle découvrit un cercle d'un diamètre de 50 pieds d'herbe brûlée et écrasée. Elle découvrit également des traces de 6 pouces de large, ressemblant aux marques qu'auraient pu laisser les chenilles d'un tracteur qui menait du grand cercle à un cercle plus petit, d'un diamètre de 12 pieds, qui est proche de la source d'eau. Il y avait une espèce de source d'eau. Il y avait un petit ruisseau, mais il y avait vraiment une source d'eau qui émergeait du sol. Guido Oville et Philippe Blaclair, les enquêteurs d'UFO Québec, se sont rendus sur les lieux pour examiner la trace. Fait que là, il y a des photos, mais les images, on ne voit pas grand-chose. Là. Je vais vous lire le texte comme qui suit. On pouvait voir encore le premier cercle ainsi que les traces de chenilles et le second cercle plus petit. Nous avons pris quelques photos en couleur qui font ressortir avec clarté les marques de brûlure et les traces ressemblant à celles d'un tracteur à chenilles. À l'intérieur de la circonférence du grand cercle, nous avons trouvé 3 empreintes carrées, disposées en triangle de 34 pieds de long. Comme nous n'avions pas de compteur radiation, de compteur Geiger, nous n'avons pu constater s'il y avait oui ou non de radiation à cet endroit. Dans les environs du site de l'atterrissage, nous avons remarqué la présence de plusieurs sources où des animaux domestiques viennent habituellement se désaltérer. À 1500 pieds à l'est de l'endroit de l'atterrissage, il y a 2 lignes à haute tension, Hydro-Québec, et vers l'ouest, il y a des pipelines. À l'emplacement exact de l'atterrissage, nous avons découvert un axe synclinal. J'aime bien ce mot-là. La découverte de cet axe renforce grandement l'hypothèse selon laquelle les ovnis sont souvent observés dans des régions où existent des discontinuités géologiques, telles des failles, ou des carrières, ou des gorges, ou des sources d'eau. Hein, Carole? Ben oui. Nous avons survolé l'endroit pour photographier les marques et avons distinctement vu l'axe
traversant le champ du sud-ouest au nord-ouest. Au cours des dernières années, les régions de Chambly, Rougemont, Mont-Saint-Hilaire ont été le théâtre d'une intense activité des ovnis. On a signalé dans ces localités plusieurs observations à la fois ovnis et des occupants, deuxième, troisième type, et patati patata. Je ne vais pas te couper la parole. Oui, je suis content. Il se fout de ma gueule. Bien sûr. Ben, c'est l'heure de la pause. Parfait, je vais prendre un break. Hein? Je peux mettre ça pour les auditeurs et Raymond. Écoute ça. Une musique sensuelle. Ah! Là-dessus, on va à la pause. CJMD, classique rap, hip-hop actuel, unique au Québec. T'es tanné d'engager des pédaleurs que leurs travaux sont garantis jusqu'à première pluie? Chez Toiture Rino, on est honnête, consciencieux, puis on répare ou rénove ton toit comme du monde. Pas de patch à rabais. On règle les problèmes pour de bon. Toiture Rino, solide, honnête, zéro bullshit. Toiture Rino, pour un toit qui tient tête au Québec. toiturerhino.com. Amoureux des chats, préparez-vous pour l'October Chat. Admirez de magnifiques chats évalués par des juges internationaux. Découvrez les standards de race, rencontrez des éleveurs passionnés et gâtez-vous avec nos artisans et commerçants locaux. Vêtements, jouets, produits de soins et plus encore. L'October Chat, les 4 et 5 octobre prochains au Cégep de Lévis. Un événement félin incontournable. Les citoyens de la région choisiront leurs représentants pour diriger les destinées de leur municipalité cet automne. Les journalistes du Journal de Lévis et du Peuple Lobinière seront sur le terrain chaque jour pour que vous soyez au courant des derniers développements de la campagne électorale dans notre région. Pour toujours tout savoir sur ce qui se passe dans le Grand Lévis et dans Lobinière, consultez dès maintenant les éditions papier et les sites web de nos journaux au journaldelevis.com et au lepeuplelobinière.ca ainsi que l'application mobile Journal de Lévis. Venez célébrer la première édition du Salon des vins de Binière samedi 27 septembre au domaine Joly de midi à 21h. Accès au magnifique jardin, atelier de cuisine avec Sandra Foodie, 5 assiettes musicales et dégustation de champagne. Sur place, plus de 20 exposants pour un rendez-vous de dégustation, rencontres et ambiance conviviale. Le Salon des vins de Binière est une occasion de rendre hommage à l'histoire de la famille Joly de Lobinière et ce dans le lieu symbolique où se mêlent histoire, tradition et passion du vin. Infos et billets au domainejoly.com. Prêt à vous défouler et à vous remettre en forme? Energy Box à Saint-Romuald vous attend. Que vous soyez débutant ou compétiteur aguerri, nos entraînements de boxe olympique tous âges et nos techniques enseignées par des experts vous feront découvrir une nouvelle expérience. Boxe récréative, compétitive, événements et galas. Visitez energybox.ca ou contactez-nous au 88 839 6767. Energy Box. C'est mon club de boxe. Avant, là, chaque saison de hockey, c'était pareil. Il fallait encore que je vende des bébelles au bureau pour financer le sport de mon fils. J'étais tanné. Mais là, avec Pâtisserie Michaud, le porte-à-porte a pris le virage techno. Mon fils a sa propre boutique en ligne, son tableau de bord, même son code QR. C'est lui qui gère ses ventes, tout seul comme un grand. Tout ça en vendant des gâteaux décadents. Demandez à votre école ou à votre club de s'inscrire dès aujourd'hui sur pâtisseriemichaud.com. Pâtisserie Michaud, les campagnes de financement qui forment les leaders de demain. Les technologies automatisées vous attirent. La formation continue du Cégep de Lévis vous propose des formations spécialisées en robotique, réseau industriel et systèmes automatisés. Que ce soit pour obtenir un diplôme en automatisation ou améliorer vos compétences, formez-vous dès maintenant avec des experts sur des équipements de pointe. Choisir la formation continue du Cégep de Lévis, c'est progresser dans un domaine où l'expertise fait la différence. Et c'est plus que jamais le moment. Talk, rock et hip-hop. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Nous sommes de retour de la pause. Bon,
Y a-t-il des commentaires, des questions? Un petit commentaire de Bernard qui dit exact, 12h30 et 15h30 en plein jour, très bas. Donc, il confirme qu'il a vu ça comme moi en plein jour. Ah oui, c'est spécial parce que dans les Laurentides, peut-être qu'il y en a, mais moi, j'en entends pas beaucoup parler qu'il y a des cas de phénomènes ovnis dans les Laurentides. L'anneau d'hier, c'est plus comme c'était. C'est sûr, des années, écoute, 50, 60, 70, 80, Joliette, c'est incroyable qu'est-ce qui se passe. Là, le monde avait peur de sortir tellement qu'il voyait. Mais c'est plus comme c'était. Mais tu sais, peut-être qu'il y en a encore. Moi, je n'ai pas de call, je n'ai pas de courriel. À cette heure, c'est plus entre Berthierville et Québec, Rive-Sud, Rive-Nord du fleuve Saint-Laurent, Drummondville, Saint-Hyacinthe, c'est plus comme c'était. Bois-Franc, centre du Québec, la Beauce, tabarnak qu'il y en a. Après ça, vous avez la Côte-Nord, Sept-Îles, Bécomo, des ovnis qui plongent dans le fleuve Saint-Laurent, des activités militaires bien bizarres qui a rapport au phénomène ovni, excusez. C'est pas des affaires bizarres, tu sais. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Ce qui est drôle, c'est que quelqu'un qui voit, mais que l'autre d'à côté, le voisin n'a même pas porté attention, ne l'a pas vu. Non, c'est ça, c'est bien spécial. À un moment donné, c'est comme si ça nous était dédié à nous pour que nous, on le voit. Parce qu'à un moment donné, je parlais avec Gilles Thomas par Messenger. Ouais. Et je regarde vers l'extérieur. J'étais assis sur mon lit, je regardais vers ma fenêtre, vers le champ en arrière. Et j'ai vu un engin aussi en plein jour comme ça. Puis là, j'ai saisi. Puis j'ai voulu virer ma caméra pour que Gilles le voie, puis ça a fait pouf, disparu. Comme si... C'était pour toi, c'était pas pour les autres. T'sais, moi, c'est comme... Tu sais, des fois, ça arrive souvent, on voit quelque chose chez vous, on vient pour le prendre en photo, filmer, puis pouf, ça disparaît. T'sais. Comme hier, là. Comme hier, le spot de lumière qu'on a vu, puis qu'en fin de compte, c'est la station spatiale. Mais moi, j'étais sûr que c'est d'autres choses. Je le voyais très bas, cet objet-là. Je le voyais pas dans le ciel, dans l'espace, je veux dire, comme tel. Mais toi, tu me dis, c'est la station spatiale. C'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est Félix. Félix? Comment ça, Félix? Ah, salut. Ça va bien. C'est quoi? Ah, c'est un chroniqueur, un animateur. Il a déjà eu son émission aussi, puis c'est un humoriste, en fait. Ah, OK. C'est cela. Donc? On continue. On arrive dans la section du livre que j'adore. Phénomène ovni avec les bases militaires. On s'en va, c'est un vieux cas, là. On s'entend, je ne suis même pas né, mais quand même. C'est encore d'actualité parce qu'il y a beaucoup de phénomènes ovni dans ce coin-là. La base aérienne de North Bay. North Bay, c'est en Ontario. North Bay, en fin de compte, c'est le NORAD. C'est le siège social de NORAD pour le Canada, en fin de compte. OK? Fait qu'ils ont des très bons radars, mais on s'entend qu'en 1952, c'est pas comme aujourd'hui côté technologie. Bref, 1er janvier et le 12 avril 52. Je vous lis le texte. La base aérienne de North Bay, un des 5 centres de contrôle du NORAD, on s'entend en 52, on ne sait pas comme aujourd'hui. C'est ça que j'allais te dire. Possède actuellement les installations de la défense les plus importantes au Canada. En 1952, 2 apparitions successives d'OVNI au-dessus de cette base observées par les vétérans de la Royal Canadian Air Force, Aviation royale du Canada, déconcertèrent totalement les autorités militaires et scientifiques. Le premier incident survient dans la soirée du 1er janvier et la veille du jour de l'an. Adjudant, M. Yeo, adjudant de la Royal Canadian Air Force et maître technicien en télécommunications, ayant à son actif 16 ans de service, était dehors en compagnie du sergent Davy Crandall, technicien, lorsque tous deux virent filer un disque lumineux dans le ciel nocturne. Le Ottawa Journal rapporta l'histoire suivante en première colonne. La soucoupe semblait être de très haute altitude, au-dessus de l'atmosphère terrestre. C'est haut, là. Elle paraissait se déplacer à une vitesse supersonique. Les 2 témoins déclarèrent qu'ils avaient chronométré l'objet pendant les 8 minutes et 43 secondes où il s'était déplacé, suivant une direction à peu près parallèle à celle de la Terre. Et ils ont ajouté que l'engin avait légèrement modifié son cap à quelques reprises, zigzagant et grimpant et plongeant sans émettre le moindre de son. D'après le Globe and Mail de Toronto,
On déclare que ça pourrait être peut-être des missiles téléguidés ou autres appareils de type conventionnel. L'objet en question n'était certainement pas un avion, ni un ballon, ni un météore. Franchement, je ne sais pas à quoi c'est. Franchement, je ne sais pas qu'est-ce que c'était. Faute de trouver mieux, nous l'avons appelé secours volant. On s'entend en 52, c'était pas évident. Là. À l'époque, l'aviation, ce qui veut dire l'armée canadienne, se refusa à tout commentaire dans l'intention évidente de minimiser l'importance de ces observations. Quelques mois plus tard, cependant, une seconde observation devrait déclencher un déluge de déclarations de la part des fonctionnaires spécialisés, confirmant ici la reconnaissance officielle de tels phénomènes. Bon, on va vous résumer assez rapidement. Là. Dans l'année 1952, il y a beaucoup d'observations d'OVNI qui ont été vues. Beaucoup plus proches, pas juste dans l'espace, dans le ciel. Des OVNI survolaient, moi, je suis plus capable de le dire le mot, survolent la base militaire de North Bay. Qu'on s'entend, il y a des avions de chasse qui étaient là. Tu sais, dans ce temps-là, c'était des CF-101, je pense que ça s'appelait. Je ne crois pas qu'il y avait des missiles nucléaires, peut-être pas à cet emplacement-là. Mais les OVNI semblent intéressés par cette base-là. On s'entend que North Bay, c'est NORAD. Il y a des tunnels à l'intérieur de la montagne qui est encore actif aujourd'hui, même si le NORAD a construit des bâtiments vraiment à la surface du sol, qui est le centre de commandement. Le centre de commandement, il est là. Mais à l'intérieur de la montagne, les tunnels sont encore là, puis il y a encore une activité qui est là. Qu'est-ce qui se passe exactement là-dedans? On ne sait pas. Mais en date de 2025, il y a encore du phénomène OVNI à cet endroit-là. C'est assez intriguant. C'est à se demander si ce n'est pas eux qui travaillent sur ce genre de phénomène-là depuis tant d'années. Peut-être. Attends un peu. Là, je suis rendu là. Je regarde mon petit papier. Bon, OK, là, il faut que j'avance. OK, on continue. Plus proche de nous autres, au Québec. Base de commandement aérien. Qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui le 434e escadron de l'aéroport de Saint-Hubert, qui est un aéroport civil, en passant. Le 12 avril 1959, North Bay, en Ontario, la tour de contrôle de Saint-Hubert détecte sur leur radar beaucoup d'objets non identifiés. Une boule de lumière rouge qui survole la base militaire de Saint-Hubert, qui est très proche de Montréal. La base de Saint-Hubert est située rive sud de Montréal, pas tellement loin de Montréal. Dans ce temps-là, on s'entendait qu'en 59, 1960, 70, 80, Saint-Hubert, c'est une grosse base militaire. Tu as plusieurs unités, tu as plusieurs garnisons qui est là. C'est pas juste des avions de chasse, tu as l'armée de terre qui est là. Tu avais l'escadron ambulance, les médecins dentistes étaient là. C'était une grosse base militaire. L'objet fut d'abord observé vers 20 heures par le personnel de la tour de contrôle. Plusieurs centaines de personnes, des employés de l'aéroport, des habitants de la région, observèrent avec crainte l'objet lumineux, rouge et silencieux qui planait au-dessus du terrain à une altitude estimée entre 3 et 7 000 pieds. Ça veut dire la hauteur d'un petit avion que tu vois dans le ciel comme un Cessna, genre. Aussi incroyable que cela puisse sembler, alors qu'il planait au-dessus de la base, l'objet n'est pas apparu sur les écrans de radar. C'est complètement faux. Ça a apparu. Parce que moi, écoute, en 59, je n'étais pas né. Mais plus tard, dans les années 70, j'ai entendu parler de ce cas-là. Puis, sur ma rue, il y avait des militaires qui travaillaient à Saint-Hubert, puis ils me l'ont raconté plusieurs fois, ce cas-là. Puis oui, l'aéroport l'a détecté. La tour de contrôle l'a détecté. L'engin survole la base militaire et, pris d'altitude, s'éleva vers le nord en direction de Montréal. Très rapidement, plus rapidement qu'un chasseur de la base aurait pu le faire. Ça veut dire qu'il a clenché, tu comprends-tu? Il y en a qui ont décrit l'engin comme une boule noire et non une boule rouge. Parce qu'il y en a qui ont décrit une boule qui était complètement rouge. Il y en a qui ont dit que c'était comme une boule noire avec une lumière rouge. Il y en a d'autres qui disaient, dépendant comment qu'ils le voyaient aussi, c'est pas évident,
Ça va de l'aide, en fin de compte, d'un cigare très allongé de couleur rouge. Mais l'OVNI semblait très intéressé par la base militaire de Saint-Hubert. Pourquoi, nous ne le savons pas. Claude Mercier, que je connais bien, il a été témoin de cette observation-là. Puis Claude Mercier, c'était pas la première fois qu'il en voyait. Il voyait des affaires bizarres. Mont-Saint-Hilaire, l'aéroport militaire de Saint-Hubert. En compagnie de 10 de ses voisins. Il restait dans la même ville que moi. C'est le fun de parler avec eux autres après. Lui, il dit que ça ressemblait à un grand ballon de 10 pieds de diamètre. Ah, peut-être un tic-tac. Il semblait avoir une lumière jaune à l'intérieur. Quand que l'objet il a clenché, si tu veux, vers Montréal, ça a laissé 2 traînées de feu. Selon M. Mercier, l'objet semblait vouloir atterrir dans un champ voisin, mais après quelques minutes d'hésitation, il disparut à très grande vitesse vers Montréal. On a entendu un porte-parole de la base de Saint-Hubert déclarer « En ce qui nous concerne, il s'agit d'un véritable ovni. » Hein? Incroyable, vous avez dit ça. Dans son compte rendu de l'observation, le Toronto Star mentionnait que le bureau météorologique de l'aéroport de Dorval, qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui aéroport de Trudeau, avait rejeté la théorie voulant que le mystérieux objet soit un ballon météorologique qui aurait été lâché 1 heure avant, blablabla. Fait que c'est pas ça. Évidemment, quand il y a un phénomène ovni au-dessus d'une base militaire, NORAD ou autre base militaire, les rapports d'observation, s'il y a eu des photos, évidemment, sont transférés chez NORAD. C'est transféré aussi au ministère des Communications ou le ministère du Transport fédéral. Il y avait un scientifique, un technicien, qui s'appelait Wilbert B. Smith, ancien responsable des communications radio au département des Transports fédéral. Lui, il avait un laboratoire à Ottawa, sur la vieille route d'Ottawa. Puis ce monsieur-là faisait des expériences sur le phénomène OVNI. Puis son projet, ça s'appelait le projet Magnette. De 1950 à 1954, ce monsieur-là faisait des expériences de détection. C'est un laboratoire de détection de passage d'OVNI. En s'appuyant sur des recherches approfondies, M. Smith prétendit que les mystérieux objets paraissaient rouges quand ils étaient immobiles et devenaient orange et blancs quand ils se déplaçaient. Ils étaient soit ronds, soit allongés, en forme de cigare, d'une longueur variable pouvant aller jusqu'à 150 pieds. Je suis d'avis que ce sont des vaisseaux spatiaux, affirme-t-il. Visiblement ennuyé par l'incident et par les révélations de certains militaires, la Royal Canadian Air Force adopta promptement un système de compte-rendu des informations connues sous le code JANAP, J-A-N-A-P 146. L'imposition de sanctions très sévères aux membres du personnel qui communiquaient des renseignements sur les phénomènes OVNI. Fait qu'en fin de compte, ça veut dire que l'armée canadienne a émis un règlement. Que tu sois militaire, que tu sois scientifique ou simple civil qui travaille sur une base militaire, puis tu vois un phénomène OVNI, puis tu décides d'en parler aux médias ou au public, tu vas avoir des sanctions. Tu vas avoir des amendes. Tu peux faire de la prison ou tu peux perdre ton emploi. Puis ça a déjà arrivé. Bon, on va sauter ça parce que la Colombie-Britannique, c'est loin. Puis je vais essayer de voir. OK, ça veut dire que je m'en vais à 186 à peu près. Je vais juste voir qu'est-ce que ça a de l'allure. Ah, c'est vrai, 186, ça va, c'est intéressant, ça. Il y a un centre de recherche de l'armée canadienne qui est dans le sud-est de l'Alberta. Ça existe encore aujourd'hui. C'est une place qui s'appelle Surfield, S-U-2-F-I-E-L-D, Surfield, dans le sud-est de l'Alberta. C'est une station expérimentale de recherche sur la défense, un peu comme à Valcartier, un peu comme à Ottawa, un peu comme à Toronto. C'est un centre nerveux. C'est 1000 milles carrés de diamètre. 1000 milles carrés, ou
1609 km². C'est grand en tabarnak. Vous regardez ça sur Google Maps aujourd'hui, là. À cette heure, il y a des. Ça doit être plus grand que ça. Il y a des champs d'entraînement puis tout ça. Je devrais-tu lire ce texte-là? C'est-tu important? Blablabla. Bla, 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 bla. Non. Ce centre de recherche-là, qui existe depuis les années 40 à peu près, ils font des exercices avec l'armée de terre, avec les avions, avec toutes les unités de l'armée canadienne. Ils font des exercices avec l'armée américaine et d'autres pays de l'Europe. En fin de compte, tous les pays de l'OTAN, ce qu'on appelle en anglais NATO, NOTAN, OK, l'Alliance. Fait qu'il y a beaucoup de pays qui amènent leur propre véhicule, puis 2 fois par année, le monde capote les réseaux sociaux au printemps puis à l'automne, parce qu'à Bécancour, les bateaux arrivent par là. Je ne sais pas pourquoi qu'ils arrêtent à Bécancour les bateaux. Ils pourraient aller plus loin, puis, tu sais, mettons, ils pourraient aller jusqu'à l'ex supérieur, puis décharger leur bateau. Ça ferait moins loin. Mais en tout cas, bref, les bateaux débarquent à Gentilly. Là, ils mettent ça sur des trains, des véhicules, des chars d'assaut militaires. Fait que là, le monde capote, hey, c'est une évasion. Puis à chaque année, c'est pareil, tu entends ça, ces affaires-là. Puis tu vois du monde, là, puis hey, ça passe en train, puis c'est 200, 300 wagons, puis des chars d'assaut, puis des Hummers. Ben, écoute, tu as des véhicules. C'est des exercices. Au printemps, c'est comme ça, puis à l'automne, c'est pareil, ils reviennent. OK? C'est un centre de recherche, mais pas juste pour le phénomène OVNI. Ils vont expérimenter de la nouvelle armement, de chacun, parce qu'on s'entend que les États-Unis sont avancés, le Canada, c'est d'autres choses, l'Allemagne, c'est d'autres choses. Ils font des exercices. Mais, vu qu'on a des laboratoires de recherche, puis écoute, on s'entend en 2025, c'est pas comme les années 40, ils sont très avancés. Fait que, mettons qu'il y a un nuage d'OVNI quelque part, bien, l'OVNI va être transporté là-bas. Ils vont l'étudier. Ils vont essayer de voir comment ça fonctionne. Au Canada, des centres de recherche pour le phénomène OVNI, ça veut dire qu'ils vont étudier l'OVNI. Qui pourrait avoir aussi une prison pour les extraterrestres. Surfield sont équipés pour ça. À Ottawa, il y a un endroit aussi, pas à Ottawa comme tel, c'est plus à Kanata comme ça se prononce, mais avec un K, Kanata. Il y a un endroit qui est là aussi, que tu as des êtres cosmiques qui sont prisonniers, sont torturés. Pourquoi? Parce qu'ils veulent avoir la technologie des vaisseaux. Tu sais, c'est comme un peu, si tu veux, Area 51. Area 51, c'est un nom qu'on connaît, là, mais bon, il n'y a pas de vaisseau à Area 51. C'est plus S4 que les vaisseaux sont entreposés. Mais tu sais, tout ça pour dire que c'est des laboratoires hautement scientifiques, sont très spécialisés pour tout ce qui est phénomène OVNI, les êtres cosmiques et tout ça. Fait que Surfield, c'est un endroit très secret de l'armée canadienne. Et puis, tout se passe là. Fait que je voulais parler de ça. Je vois pas l'heure. Ah oui, il est 15h24. Hey, ça passe vite. J'avais amené 2-3 livres. Je pense que je vais être correct, comme d'habitude. On s'en va un peu plus loin. Y a-t-il des questions? Pour l'instant, non. On s'en va à 50 000 au nord-est de Gander. Gander, c'était au Terre-Neuve. Dans ce temps-là, il y avait une base militaire, station de radar. La région de Gander, G-A-N-D-E-R, au centre de Terre-Neuve, a été la scène d'une rencontre fortuite et dramatique au cours de l'automne 1956. On s'entend que, tu sais, les années 50, 52, 56, 57, 58, il y a eu beaucoup de phénomènes OVNI, de premier type à troisième type. Là. OK? Partout au Canada, aux États-Unis, c'est pareil. Les années 60, on se rappelle qu'il y a eu beaucoup de phénomènes OVNI au-dessus de bases militaires où il y avait des silos de missiles nucléaires. OK, on a juste à penser à Plattsburgh. Tabarnak, il y a eu des rapports d'OVNI là. Moi, j'avais été enquêté là avec un policier militaire que je connaissais. On avait été à Plattsburgh, puis j'ai été chanceux de rentrer vraiment sur la base militaire de Plattsburgh. On a été loin, on voyait les rampes qui s'en allaient sous terre, puis je disais à mon chum, je me disais, hey, maudit qu'on est chanceux de voir ça. Aujourd'hui, j'aurais encore un petit peu de misère à rentrer là, je pense. Fait qu'on voyait bien des affaires, tu sais. Où ce que je veux en venir, c'est que la base militaire de Plattsburgh, il y avait des silos nucléaires. Pas sur la base, mais à peu près à une vingtaine, des fois 30 km de la base militaire de Plattsburgh. Ils font ça pour un côté de sécurité, que tu sais, s'ils se font attaquer puis démolissent la base, les silos, eux autres, les lancements de missiles ne sont pas sur la base. Tu sais. C'est intelligent. Tu sais. Il ne faut pas comme au Canada. Tu sais.
au Canada, tu sais, comme à Cold Lake, ils mettent ça, les missiles bien collés, fait que c'est ça. Et oui, tu vois l'intelligence, où ce que c'est, là. Beaucoup de phénomènes ovnis dans ce temps-là. Il y en avait. Je reviens à Gander, Terre-Neuve, qui était une grosse base quand même. Il y a eu 30 personnes qui ont été témoins de phénomènes ovnis. Des pilotes, des navigateurs, des mécaniciens, des techniciens, des gens techniciens, pas juste de sol, mais techniciens tour de contrôle, qui voient toujours la même affaire, des boules rouges, des ovnis en forme de cigare. C'est détecté par les radars. Ça survole la base très, très, très bas. 500 pieds d'altitude, c'est bas, là. Ils survolent la base à des endroits stratégiques où il y a des hangars d'avions, où il y a des entrepôts de munitions, de trucs importants sur la base. Ils ne vont pas survoler le mess des officiers. Le mess des officiers, c'est une cafétéria, si tu veux. Là, ils ne vont pas là. Ils ne survolent pas l'église de la base militaire. Ils ne vont pas survoler la salle de bowling. Ça ne les intéresse pas. T'sais. La base de Gander à Terre-Neuve. Les gens voient aussi des vaisseaux en forme de disque, dont le diamètre a été estimé à plusieurs centaines de pieds de diamètre. Un gros disque, tu comprends-tu? Toujours la même affaire, ça survole la base, ça prend son temps, ça ne fait pas de bruit. Ils disent que la masse de l'engin est gigantesque. Ils disent que c'est 3 à 4 fois l'envergure d'une constellation. On s'entend qu'un avion de constellation aujourd'hui, c'est peut-être comme un Boeing 737, mettons, ou quelque chose de même. Là. OK? C'est gigantesque. 30 pieds au centre, ça ressemble à un plat renversé. C'est vraiment le 10. C'est vraiment ce qu'on appelle le vaisseau, l'OVNI sport, là, le gros disque. Là, on appelle ça un vaisseau sport parce que c'est dans le sens, c'est comme dire un Chevrolet des ovnis. Là, c'est l'ovni standard du phénomène ovni. Là. Évidemment, que ce soit Gander, que ce soit North Bay, quand il y a une détection radar, quand il y a un pic sur le radar puis il y a une détection d'ovni, on fait décoller des avions ou des hélicoptères. Hein, quand on a juste à penser à le cas de Place Bonaventure, moi je m'en souviens, je restais dans le quartier, en tout cas nord de Montréal. Hey, il y a 2 avions, ils ont décollé de Bagotville. Moi, je les ai vus, ils roulaient, une façon de parler, ils roulaient dans le ciel, là. Ils volaient vite, j'ai attendu arriver parce qu'ils s'en allaient vers la place de Bonaventure. Puis il y a eu un hélicoptère de la base militaire de Saint-Hubert qui avait décollé aussi. Ça a été un gros cas. Fait qu'à chaque fois qu'il y a des ovnis qui survolent des bases militaires, bien, ça dérange. Fait qu'on envoie des avions dans ce temps-là. Pas tout le temps. Pas tout le temps parce que les États-Unis ils ont un budget pour ça. Ils ont une équipe d'enquêteurs juste pour phénomènes ovnis ou phénomènes étranges. Le Canada, ils n'ont pas vraiment une équipe spécialisée. Ils n'ont surtout pas le budget noir non plus qui va avec. Fait qu'il y a des vaisseaux de toutes sortes de grosseurs qui viennent dans ce coin-là. Gander, Terre-Neuve, Halifax aussi. Des très gros vaisseaux. 350, 400, 500 pieds de diamètre. Hey, ça commence à être gros, là. Très, très gros. NORAD commence à être sur les dents. NORAD commence à être frustré parce qu'il voit sur le radar, puis des fois, il ne le voit pas. C'est pas parce qu'un ovni est détecté quelque part que le radar va le détecter. Là, on parle dans ce temps-là. Là. À cette heure, c'est différent. Si le radar ne le voit pas, le satellite dans l'espace va le détecter. Puis, il y a un satellite que, écoute, je m'en souviens, quand je travaillais dans une compagnie aérospatiale à Montréal, on avait développé, pas ce satellite-là comme tel, mais en tout cas, certaines caméras de ce satellite-là. Bon, je te parle de ça des années fin 80-90, mais imagine aujourd'hui où ce qui serait rendu. Mais en tout cas, bref, ce satellite-là, c'était comme un œil. Les autres ils appellent ça le Big Eye of Space, en tout cas, une affaire comme ça. C'était comme un œil. Puis ils voyaient tout jusqu'à l'infrarouge. Fait que les autres, ils me disaient, si le radar ne le détecte pas, ce satellite-là, il le détecte. Si le vaisseau il est invisible, il y a une façon de le voir. Hey, c'est quelque chose. Puis là, je te parle des années fin 80-90, je travaillais pour eux autres. Tu sais? Pas travaillé longtemps parce qu'ils m'ont mis dehors j'avais mon contrat à arrêter assez
brusquement parce que j'étais trop curieux. Cette place-là, il y avait un garage souterrain. Puis il y avait 2 bureaux de la Défense canadienne. Je vais juste faire une histoire courte. Puis dans les garages souterrains, à côté du garage souterrain, il y avait des bureaux de la Défense. Puis un peu plus bas que le stationnement souterrain, il y avait un autre étage. Puis la Défense était là. Puis moi, j'avais accès à ces places-là. Je me promenais, tu sais. Et puis, à un moment donné, il y a un soir, il s'est fait passer des phénomènes ovnis à Mirabel, puis dans le West Island, où j'étais, Montréal-Ouest, qu'on appelle dans le temps. Puis j'avais entendu parler qu'il y avait des militaires qui étaient là. Il y avait tout un colonel d'Ottawa qui venait faire un tour, puis il passait des nuits dans c'est pas un laboratoire, mais dans ce bureau-là. Puis moi, ça m'intriguait. Je me suis dit, hey, je vais aller faire un tour. Là, je regardais dans le stationnement, le colonel, il n'est pas là. Sa voiture n'est pas là. Fait que je vais descendre. Fait que je descends au premier étage. Les bureaux de la Défense étaient vides. Je m'allais voir au 2e niveau, voir qu'est-ce qui se passe. J'avais accès. J'avais accès parce que dans ce temps-là, j'avais ce qu'on appelle un permis. En anglais, on appelle ça un security clearance, là, une passe de l'OTAN. J'avais une passe de l'OTAN carrément, mais je ne suis pas militaire, je suis un civil, là, tu sais. Puis j'avais ma passe, tu sais, j'avais une passe bleue, fait que je pouvais avoir accès à ces places-là. Puis j'avais descendu là. J'avais compté ça à Richard Glenn dans le temps. Il avait capoté, tu sais. Puis moi, je pensais que le colonel n'est pas là, son auto n'était pas là. Fait qu'en ouvrant la porte, je m'aperçois qu'il y a de la lumière. Je dis, comment ça, il y a de la lumière? Je vais fermer les lumières, ça. Parce que je m'occupais un peu de sécurité, la maintenance. Maintenance, c'est un grand mot. Là. Je faisais pas du balai, là. Je passais pas l'aspirateur, mais on appelle ça la maintenance du bâtiment. Fait que moi, je ferme les lumières, puis là, j'entends quelqu'un qui me parle en anglais. « Hey, il y a quelqu'un ici, blablabla. Bla, bla, bla. » Puis en même temps qu'il dit ça, je regarde sur le mur devant moi. Il y avait une carte topographique, mais vraiment très belle, très bien détaillée. Puis ça partait de Mirabel jusqu'à Saint-Hilaire. Puis on voyait Montréal, puis tout ça. Puis on voyait les tunnels. Parce que dans ce temps-là, je suivais Richard Glenn. J'ai commencé à suivre Richard Glenn en 1985. Fait que moi, les tunnels, ça m'intéressait, tu comprends-tu? Puis là, je voyais Mirabel, parce que dans ce temps-là, j'avais descendu à Mirabel. Les 8 étages en dessous de Mirabel, j'avais pris des photos, tout ça. Puis il y a des photos que j'ai prises, ça venait de la place où je travaillais aussi en même temps. J'avais pris d'autres photos. Puis sur cette carte-là, c'était montré les tunnels. Mirabel, ça va où? Il y avait les tunnels de l'aéroport de Saint-Hubert. Puis ça s'en allait où, ces tunnels-là? Ça allait loin. Fait que le colonel, il sort de son bureau. Il n'était pas content. Il parlait très bien français, mais il n'était pas content. Puis là, il dit, il dit, toi, tu n'en as pas pour longtemps, ça. Il dit, tu vas t'en aller. Je vais m'en aller. Je vais me retourner à mon bureau. Il dit, non, il dit, ton contrat, il se termine très bientôt, tu sais. Dans ce temps-là, on n'avait pas de téléphone qui prend des photos, tu sais. Mais les premiers téléphones cellulaires sortaient. On avait un gros téléphone cellulaire, c'était un Motorola. Moi, tout le temps me souvenir de ça. Écoute, c'était gros comme une brique, tu sais. On ne pouvait pas prendre des photos, tu sais. Mais il y avait une petite caméra qui prenait des photos. C'est comme ça que j'ai pu prendre des photos de cette place-là. J'avais une petite caméra miniature. Fait là, je prenais des photos, clic, clic, clic. C'est sûr qu'en sortant de là, le lendemain, puis dans la semaine, là, j'ai eu des rencontres avec des gars de Ottawa, des gars de Bagotville aussi, qui a suivi. J'ai signé des contrats de confidentialité. Qu'est-ce que j'ai vu là-bas? Qu'est-ce que j'ai vu dans... Il n'y avait pas de tunnel dans cette place-là. C'était pas comme connecté dans les tunnels. Je veux dire, ils font des satellites. C'est eux autres qui ont fait le bras canadien. Ceux qui vont faire des recherches, ceux qui m'écoutent, vous allez savoir quelle compagnie que je parle. Je ne veux pas dire le nom. S'il y en a qui aiment ça faire des recherches, savoir, hey, Annick D, Annick E et le bras canadien. Ça a été fait en partie à Montréal. Essayez de trouver c'est quelle compagnie que je parle, que je travaille pour. En fait... Est-ce que c'est plate? Je suis obligée de te couper parce que tu es comme en retard, mais je trouve ça intéressant. C'est quoi tu faisais comme métier, tu dis, là-bas? La maintenance, la sécurité, un petit peu de tout. Je me promenais. J'accueillais les clients, surtout militaires. Tu n'avais pas d'affaires à certains endroits? Bien, j'avais je l'ai pas avec moi, là, je le traîne tout le temps, ce badge-là, mais j'avais une badge, mais je ne suis pas militaire. Je suis comme un conseiller, on va dire ça comme ça. Puis, cette compagnie-là, ils aimaient parce que je m'intéressais au phénomène ovni. Puis, j'avais été à Mirabel, j'avais descendu en bas, puis tout ça. Puis, j'avais beaucoup de renseignements.
Et puis, on va continuer avec cette page-là. Il est rendu quelle heure, donc? Bien, l'heure de la pause, ça fait 6 minutes qu'elle est passée. Mon téléphone Fait que... je fonctionne avec mes données Internet. Non, c'est juste... je crois... Regarde, on va à la pause. OK, c'est beau, bye. Bye. Vous écoutez l'alternative radio anticonformiste, innovante, fucking fresh. 96.9. Bain Génial, la solution rapide et éco-responsable pour votre salle de bain. Vous avez un bain ou une douche qui a perdu son lustre, qui est rouillé ou qui a jauni avec le temps? Nous sommes les spécialistes pour leur donner une deuxième vie. Réémaillage de bain, céramique murale, douche et lavabo en 48 heures seulement et à un coût très abordable. Le tout garanti 5 ans. Contactez-nous afin de recevoir une estimation gratuite à baingénial.com. Bain Génial, votre partenaire de confiance. Vos fenêtres sont embuées ou fissurées? Solution GBL est là pour vous. Un simple remplacement de thermos suffit pour remettre vos produits verriers à neuf, sans changer l'installation complète de vos portes et fenêtres. Solution GBL sont des pros de l'industrie. Pour des changements de thermos, la restauration de vos portes et fenêtres, réparation de systèmes de manivelles, changement de coupe-froid, Solution GBL s'occupe de tout. Redorez votre éclairage naturel. Évitez l'infiltration d'eau et les courants d'air qui augmentent votre facture d'électricité. Faites affaire avec Solution GBL, votre allié énergétique offrant une solution abordable pour des installations résidentielles, commerciales, institutionnelles ou en complexe immobilier. 581-995-3463. Soumission gratuite au www.solutiongbl.com. Électricien recherché. PLH Électrique, maître électricien, est à la recherche d'un électricien compagnon avec expérience pour se joindre à son équipe. Ce qui t'attend, un salaire décret commercial, des horaires flexibles pour une conciliation travail-famille, une expérience aiguisée dans tous les domaines, résidentiel, commercial, industriel, construction neuve, rénovation, immobilier et bien plus. PLH Électrique est le spécialiste dans tous ses services et te veut dans son équipe, sur la route et en milieu de travail. Postule dès maintenant pour une carrière riche et stimulante. 88 999 3116 plhélectrique.ca. Saviez-vous que vous pouviez aller dans le sud tout en restant au Québec? Ça a l'air drôle à dire, mais vous pouvez voyager et être dépaysé à l'hôtel Oiselière Montmagny avec notre forfait comme dans le sud. Imaginez, vous n'avez même pas à aller faire la file à l'aéroport. Notre forfait disponible en semaine inclut les repas, un massage, un crédit au bar et bien évidemment l'accès à l'atrium, la piscine, le spa et le sauna. Valide du 1er novembre au 18 décembre 2025 à partir de 699 $ par personne en occupation double. Réservez dès maintenant sur oiselière.com. Vous cherchez de l'expertise et un service qui fait toute la différence? Chez Zone Rasta, on est là pour vous depuis maintenant 6 ans. On connaît notre métier. On vous garantit une qualité irréprochable avec une garantie maison sur plusieurs de nos articles. Chaque mois, on vous offre de la nouveauté avec différents produits. Passez nous voir au 1675 Notre-Dame-Est à l'Ancienne-Lorette. Zone Rasta, votre expert en vapotage et articles fumeurs. Votre toiture mérite les vrais experts. Chez Groupe DBL, nous sommes les spécialistes en toiture de bardeaux, toiture de membrane et d'élastomère, autant pour vos projets résidentiels que commerciaux. Depuis 3 générations, notre équipe s'assure de la qualité, de la durabilité et d'un service impeccable, du premier appel jusqu'à la fin des travaux. C'est encore le temps de réserver votre place. Appelez dès aujourd'hui Groupe DBL. Et assurez la tranquillité d'esprit de votre toiture. Groupe DBL. La référence en toiture à Québec. CJMD 969 FM, l'alternative radiophonique. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. C'est ton Ah, émission. OK. Non, je pensais que tu voulais dire de quoi. Je te laissais parler. Oui, je veux dire juste un petit coucou à OK. Patricia qui est en route dans sa Oui. petite voiture, dans Turbo. son ovni Ouais. Chevrolet des ovnis, sa Spark. Ouais. Puis salutations à Denis aussi qui nous écoute parce qu'ils sont en voiture en ce moment. Eh oui. C'est tout. C'est tout? Oui. OK. Puis il n'y a pas de commentaires, pas de questions? Là, il y a il y a des merci de la part de Luc pour. Je trouve que l'émission, c'est super, là. Vraiment. C'est cool.
Je vais finir avec mon petit travail que j'avais. Écoute, en pause, Carole, elle me posait des questions. C'est quoi tu faisais exactement? C'est ça. Je suis un espèce de conseiller. On va dire ça comme ça. Je ne le suis pas aujourd'hui parce que j'ai été trop tannant et trop curieux. Surtout à Mirabel, ça m'a coûté cher. C'est sûr, je t'ai payé dans ce temps-là pour tout ça. Mais ça reste que j'ai encore des contacts un peu partout. Fait que quand j'habitais... Voyons, c'est quand j'habitais. Quand je travaillais là-bas, j'ai vu beaucoup de choses dans ce souterrain-là. C'est une usine qu'aujourd'hui, ça a changé de nom. Ils sont encore dans l'aérospatial, sont encore dans les satellites, sont encore des communications. Quand j'étais là, il y avait eu un phénomène ovni très bizarre. Un ovni qui est apparu dans le ciel montréalais, qui s'est dirigé vers cette usine-là, mais à une place précise sur le terrain de l'usine, au-dessus d'une antenne. C'est une antenne, bon, je dis ça comme ça, HF, VHF, en tout cas, bref, une antenne de peut-être, non, excuse-moi, plus micro-ondes. C'est des antennes de fréquence satellite, puis tout ça. Puis l'OVNI survolait cette antenne-là. Assez que le monde de l'usine se demandait c'était quoi ces lumières-là. Dorval l'a détecté, Mirabel, dans ce temps-là, il y avait vraiment un personnel sur place à Mirabel, l'avait détecté, puis moi, j'étais obligé d'appeler à Dorval, puis leur expliquer c'était quoi, puis oui, c'était vraiment un ovni qui était là. C'est un ovni qui venait de l'Ouest, qui venait de l'Ontario, qui s'est dirigé à cet emplacement-là. Il n'a pas été ailleurs. Il n'a pas été dans le stationnement, il était vraiment où est-ce que l'antenne. Pourquoi exactement, on ne le sait pas. Dans l'usine comme telle, il y a eu une interférence, mes amis, mais épouvantable. Ça avait été enregistré parce que, bon, dans ce temps-là, ils faisaient des expériences. Tous les sons, les fréquences, les conversations étaient enregistrées. Parce qu'il y avait souvent des conversations avec la NASA, avec la navette, avec, les fusées. Puis la conversation avait été coupée pendant une bonne demi-heure, pendant que l'objet était là. Puis ça faisait un drôle de son. Ça faisait un son comme modulé. Ça ressemblait comme du morse, mais peut-être plus rapide comme son. Les gars, ils disaient ça ressemble à les autres, ils appellent ça du padjet, un nom comme ça, du padjet ou packaging, en tout cas, bref. Un son très rythmé, saccadé, comme ça arrêtait. Il dit c'est pas connu sur Terre. On dit on n'a pas un son de même. C'était vraiment un langage, mais pourquoi ils se sont connectés là, on ne le sait pas. C'était très mystérieux. Fait que les aéroports l'avaient détecté, ils l'avaient suivi, ça retournait vers l'Ontario. Ça a dépassé Ottawa, puis ça a monté vers le nord d'Ottawa, puis ils l'ont perdu de vue. C'est qui ces aides-là? Moi, j'avais l'impression que c'était des bons aides. Ça me donnait cette impression-là. Oh, une petite chose que j'ai oublié de vous dire. Moi, j'avais été voir cette antenne-là parce que c'était une antenne qui était à l'opposé. C'était vers l'est, en fin de compte. Par rapport à l'usine, c'était vers l'est. T'sais. Fait qu'à partir du stationnement, on laisse notre auto, puis on marche une centaine, peut-être 50 pieds vers l'antenne. Il n'y avait pas de traces de l'OVNI au sol, mais il y avait des traces de pas bizarres. C'était bien mystérieux. Puis il y avait eu une petite neige ce soir-là, puis il y avait des drôles de traces. J'avais fait un rapport, évidemment. J'avais dit ça aux gens de l'usine. Mais ça restait comme ça. Je ne sais pas c'était quoi. On voyait une semelle de soulier, là, que le bout de la semelle, si tu veux, était un peu comme incliné vers la droite. On voit ça souvent, c'est bien bizarre. Puis on voyait que ça partait d'un point, puis ça s'en allait vers la tour de communication, et ça retournait. On ne voyait pas de sortie, là. Fait que là, ça faisait quoi? Mais là, il y a une clôture, c'est sûr, entre le chemin qui va à la tour. Puis la clôture, écoute, il y avait une clôture de 10 pieds de haut. C'est un petit peu exagéré, je trouve, mais bon. Tu sais, l'aide n'a pas sauté à la clôture. Le vaisseau était dans le périmètre de la clôture. C'est ça qui était bizarre. Fait qu'il s'est fait téléporter, c'est très possible. Pour continuer dans le livre de Yurko Bonotadjok, j'ai sauté bien des pages. Il y avait bien des cas intéressants avec des barrages hydroélectriques, mais bon. Il me reste quelques minutes. Rougemont. La montagne de Rougemont, qui est en arrière de Saint-Hilaire, entre Saint-Paul-de-Basford puis Saint-Hilaire, Rougemont. C'est une montagne qui a des antennes de communication. Des antennes aujourd'hui, c'est des antennes cellulaires, radio-télévision. Dans ce temps-là, c'était juste radio-télévision. Rougemont, 20 septembre 1972. C'est un gros cas. Je vais vous lire le texte comme suit. Là. Ça, il y a une auto qui passe, puis ça fait du bruit.
20 septembre 1972, une observation effectuée de nuit aux abords du mont Rougemont, 25 000 à l'est de Montréal, coïncidant encore une fois avec des coupures de courant sur une large échelle, sur une grosse région autour de Rougemont. Ça veut dire qu'il y a eu des baisses et des coupures de courant. C'est pas la première fois qu'il y a des phénomènes ovnis dans ce coin-là. J'ai déjà enquêté dans les années, bon, ça fait plus de 4 ans de ça. Il s'avait passé quelque chose de gros à Rougemont. Un témoin qui revenait de Mont-Saint-Hilaire prenait la route, la 229 qui roule, qui s'en va vers Rougemont, en fin de compte, qui est une route nord-sud, on s'entend. Sort de sa voiture, il roulait avec une Monte Carlo, qui était une très belle voiture pour l'époque. Ma page, il manque de quoi? Donc, ça commence comme suit. Il voit quelque chose de bizarre. Il voit un objet très lumineux, que ça ressemble, en fin de compte, une grosse boule. Là. Ça ressemble à la planète Saturne, dans le sens qu'il y a un anneau autour de la planète. Ben, autour de la planète, il y a un anneau autour du vaisseau. Puis ça, c'est lumineux, là. Puis en haut de l'anneau, il y a des fenêtres qui sont illuminées. Mais il ne voit pas à l'intérieur des fenêtres, pas à la distance qu'il était. Il est à peu près à un demi-mille de la montagne. Il s'est rapproché. Fait qu'il stationne son auto sur le bord de la route, sort de l'auto et observe ce vaisseau-là qui est le plus haut sommet de Rougemont. Si vous allez à Rougemont, ce n'est pas un parc comme Saint-Hilaire, là, mais on peut monter jusqu'en haut. Là. C'est privé, mais on peut monter jusqu'en haut. Fait que l'OVNI survole tranquillement la montagne. Fait que le monsieur, il regagnait son domicile, il s'en allait chez eux. Il était minuit 45. Il voit ça, une grosse masse un peu sombre. Un ovni qui survole le mont Rougemont. Mais ça faisait longtemps qu'il l'avait spoté. Ça faisait 5-10 minutes qu'il l'avait spoté. Parce qu'à partir de Saint-Hilaire, à un moment donné, il était à 2000 de la montagne. Puis il l'avait spoté, mais il pensait que c'était une étoile. Il pensait que c'était un avion. Mais là, il dit que non, ça doit être un avion. Ça bouge, tu sais. C'est une grosse boule lumineuse, éblouissante, qui semblait voler vers sa gauche. La sphère lumineuse paraissait se diriger vers les basses côtes de la montagne et se déplaçait maintenant suivant une curieuse trajectoire, comme un pendule qui s'abaisse et se redresse alternativement. Pourquoi? Bon, qu'est-ce qu'on a su? C'est qu'il suivait, en fin de compte, les failles géologiques de la montagne. Il suivait certaines sources d'eau aussi, mais surtout des failles géologiques. Fait que c'est pour ça qu'il s'abaisse, il remonte, il s'abaisse. Pourquoi il remonte et s'abaisse? Parce que la montagne n'est pas est droite à un moment donné, puis des fois, il y a des flancs de montagne, un peu comme Saint-Hilaire. Bien, Saint-Hilaire est pas mal égal partout, là. Mais Saint-Hilaire, tu as des bouts bizarres. Puis pourquoi qu'il remonte puis qu'il redescend? C'est parce qu'il suit l'énergie des failles. Il y a des places à Rougemont que l'énergie est super puissante. Puis, tu vois-tu, tu as Saint-Bruno, Rougemont, Mont-Saint-Grégoire, jusqu'au Mont-Feuille, c'est tout relié par des lignes d'énergie. C'est ça que je voulais parler d'aujourd'hui, justement. Fait que le témoin, il observe les mouvements de cet engin-là, qui trouve ça gigantesque, parce qu'il compare la montagne, le sommet de la montagne, là, avec l'objet. Puis là, il calcule mentalement, il dit, ça dépasse 350 pieds de diamètre. Là. Il calcule ça avec une hauteur d'immeuble de 35 étages à peu près. Là. C'est gigantesque. Il y a un anneau conique lumineux autour de l'objet. Il dit, c'est ça, il dit, ça ressemble à la planète Saturne. Il y a une espèce de lumière blanche qui sort de cet objet-là, qui sort des hublots. Là, l'objet se rapproche de lui. Il est très proche, un demi-mille de l'engin. Là. Il laisse le moteur tourner de sa voiture. Parce qu'il y a une petite peur, il y a une petite crainte. L'objet descend, parce que, bon, la montagne, elle descend à un moment donné. L'objet arrive proche d'une antenne de transmission de télévision. Dans ce temps-là, on appelait ça le CNCP. Le CNCP, oui, c'est ça. Tour de micro-ondes. À cet endroit-là, l'objet est à 1000 pieds de hauteur, juste un peu plus haut que la montagne. À un moment donné, il y a un couple qui arrive dans une Volkswagen qui ont suivi l'objet depuis très longtemps d'ailleurs, se rangent en arrière de la voiture du témoin, échangent quelques mots, une petite conversation. La madame a pris peur
retourne dans sa voiture et rebrousse chemin. Elle ne s'en va pas vers Rougemont à changer d'idée, elle, là. L'objet se dirige vers le témoin qui est toujours tout seul sur le bord de la route. Le monsieur se dit « Hey, j'ai une flashlight dans l'auto. Je vais aller faire des espèces de codes morse vers le vaisseau, voir qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va arriver. » Fait qu'il prend sa lampe de poche, puis là, il décide d'allumer, puis éteindre alternativement ses phares. Parce qu'il utilise ses phares aussi, plus la lampe de poche, pour attirer l'attention de l'OVNI. En fin de compte, c'était pas une bonne idée. L'énorme sphère plongea dans sa direction à une vitesse incroyable. Il était sûr que l'OVNI fonçait vers sa voiture. Fait qu'il s'est couché à terre, en dessous, comme un peu en dessous du tableau de bord. Puis là, il a senti sa voiture comme vibrer, pas se soulever, mais vraiment vibrer. Là. Puis il voyait un peu, par les reflets de les fenêtres de la voiture, il voyait vraiment l'objet là, qui était vraiment sur lui. Là. Pas à 200 pieds, là, vraiment, vraiment là, par-dessus son auto. Puis il a entendu une espèce de bruit de succion, strident, lui perçant les oreilles. Un bruit de cauchemar, qu'il disait. Puis à un moment donné, plus rien, le silence le plus total. L'objet avait disparu. Plus rien n'existait, en fin de compte, autour de lui. Il se pensait brave. Il se pensait brave. Fait que tant bien que mal, il parvint à atteindre son domicile, mais une fois arrivé chez lui, il ne cessait de remâcher dans son esprit les événements de la soirée, avec raison. C'est un endroit qu'il se passe beaucoup d'affaires à Rougemont. Qu'est-ce qui les attire à Rougemont? Qu'est-ce qui les attire à Saint-Hilaire? Oui, il y en a qui vont dire les sources d'eau, il y a beaucoup de minéraux. Oui, mais à Rougemont, il y a moins de minéraux que Saint-Hilaire. C'est sûrement pas les pommes. Il y a bien des pommes à Rougemont. C'est incroyable les pommes qu'il y a là. Puis pas des vigneries, des cidreries, puis ça. Il y a un tunnel hautement militaire, secret, qui passe là. Peut-être pas en dessous de Rougemont, mais pas loin. Ça se peut-tu que les aides cosmiques seraient intéressés par ça? Peut-être. Parce que ce tunnel-là passe proche de Saint-Hilaire, s'en va à l'aéroport de Saint-Hubert. Ça, je le sais, j'avais trouvé les emplacements, j'avais descendu même à l'aéroport de Saint-Hubert. Puis quand on voyait la police militaire, parce qu'on se demandait qu'est-ce qu'on faisait là, il y avait un mot de passe. Puis il va toujours me rappeler du mot de passe, je peux le dire. De toute façon, aujourd'hui, c'est un autre. Le mot a changé. Évidemment, le code a changé. Puis moi, je disais au policier militaire de Saint-Hubert, il dit, tu t'en vas en bas? Je dis, oui, je m'en vais voir les Little Beaver. Ce qui veut dire en français, je m'en vais voir les petits castors. Ça, c'était le mot de passe. Puis là, je m'identifiais, je sortais mes identifications, puis c'était correct. Mais je n'avais pas accès en dessous, là. Mais le tunnel va jusqu'à là. Après ça, le tunnel s'en va vers Montréal. S'en va, bien, il suit grosso modo Longueuil. Il suivait pas le chemin Chambly, l'autre boulevard que je ne me rappelle jamais du nom. En tout cas, bref, il suivait ce boulevard-là, puis ça allait directement à Longue-Pointe. Mais ça, où est-ce que je travaillais dans le West Island, j'avais tout vu ça sur la carte topographique, là. Tous les tunnels, même ceux en construction, qu'aujourd'hui, ces tunnels-là seraient terminés. Puis il y avait une autre carte sur un mur qu'on voyait le Mont-Radar. On voyait Valcartier, des nouveaux tunnels qui se construisaient dans ce temps-là. Puis tous ces tunnels-là étaient connectés vers Ontario, qui étaient connectés vers les États-Unis. Qu'est-ce que j'appelle souvent dans mes lives, la route numéro 1, le tunnel numéro 1, qui s'en va vers, mettons, S4, puis S3, puis arrière 51. OK, il faut que j'arrive à parler? OK. Ouais, Carole me fait des gros signes. C'est pas parce qu'il ne faut plus que tu dises rien de plus. Non, OK. Voilà, je ne peux plus parler, elle m'empêche de parler. C'est pas compromettant. C'est pas pour ça qu'on... En tout cas. Compromettant. C'est ça. Oui, non, c'est parce que là, justement, on défonce on l'émission. Exact. Défonce. Hey, merci. C'est vraiment intéressant. Oui, il va y avoir une suite, parce que j'avais amené d'autres livres, d'autres cas, mais ça va être pas le mois prochain, je ne suis pas là. Oui, le 8 novembre, je pense. Le 8 novembre, oui, c'est en plein ça. Le deuxième samedi du mois de novembre, je vais être là. Et puis, restez des nôtres.
Oui, la semaine prochaine, c'est une autre bonne émission avec Éric Tessier. Et dans quelques minutes, quelques secondes, quelques instants, c'est l'émission du Dance Music, si ça vous tente de rester. C'est vraiment fort intéressant à reprendre la route avec de la bonne musique demain. Ben oui. Donc, bonne semaine à vous tous et toutes. Bye! Bye! CJMD 96.9 Vos fenêtres sont embuées ou fissurées? Solution GBL est là pour vous. Un simple remplacement